Bonsoir, et boy. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comme vous avez pu le voir, Hydro-Québec, notre partenaire principal de la programmation, sans qui nos événements ne seraient pas possibles. Donc, merci à Hydro-Québec. Bonsoir, bienvenue à la Maison du développement durable. Je m'appelle Marie-Ève Bergeron, je suis en charge de la programmation ici à la Maison. Ça fait plaisir de vous recevoir pour une autre belle collaboration avec le Front commun en transition énergétique, avec M. Boisvert pour une conférence sur la sobriété et l'efficacité énergétique des bâtiments. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un petit code QR là, qui disait mesure GES. On aimerait ça cette année de pouvoir avoir une idée de l'empreinte carbone de notre programmation. Le fait qu'on fait déplacer des gens pour venir ici, ça va nous donner une mesure intéressante. C'est 3 petites questions. Si vous avez la chance de juste prendre en photo le code QR puis le remplir, ça serait vraiment apprécié. Et puis, dans une semaine, on va vous envoyer un sondage de mesure d'impact pour savoir si les contenus de la conférence de ce soir vous ont amené à parler avec votre entourage, de faire des recherches additionnelles ou même peut-être de changer votre comportement. Donc, toutes des données qui sont super pertinentes pour nous et également pour nos partenaires. Donc, merci d'être là. Je cède la parole à M. Jean-François Boisvert, qui est responsable de la table énergie au Front commun de la transition énergétique. Bonne conférence. Merci, Mme Bergeron. Bien, c'est ça, au Front commun, il y a une table énergie, puis depuis un peu plus d'1 an, on travaille sur un projet de descente énergétique. Il y a un volet, disons, plus scientifique, où est-ce qu'on fait de la recherche, de la modélisation, mais il y a aussi un volet plus communication, je pourrais dire, et puis on fait une série d'événements sur différents sujets en lien avec ça. Et ce soir, bien, comme Mme Bergeron disait, c'est sur la sobriété et l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments, qui au Québec, consomme quand même une bonne part de l'énergie. Et notre conférencier ce soir, c'est M. Laurent Gagné-Boisvert, qui est ingénieur mécanique spécialisé en efficacité énergétique dans les bâtiments et aussi en décarbonation. Actuellement, il est chargé de projet pour la firme de génie conseil BPA. Il conçoit des systèmes de géothermie conventionnels et innovants. Il réalise aussi des études de décarbonation qui couvrent des concepts, la faisabilité, les simulations énergétiques et aussi les analyses financières. Son expertise, c'est la géothermie, les boucles énergétiques, la récupération de chaleur, le stockage thermique et les innovations technologiques. Alors, je lui passe la parole et merci. Bonne soirée. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette conférence pour répéter encore sur la sobriété et l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, tout d'abord, cette conférence est une présentation du Front commun pour la transition énergétique et plus spécifiquement de la table énergie. Oh, c'est bon. Donc, tout d'abord, je viens d'avoir une belle présentation. Mais oui, comme Jean-François Boisvert vient de le dire, je m'appelle Laurent Gagné-Boisvert, ingénieur en mécanique. Je suis chargé de projet chez BPA en développement durable. Donc, BPA, on fait du génie conseil en bâtiment, donc la conception de bâtiments, un peu de tous les genres de bâtiments. Et dans mon équipe, on vient un peu conseiller nos concepteurs pour un peu améliorer les concepts qu'on fait dans le but de décarboner tout ça. Ça passe souvent avec des systèmes géothermiques, c'est un de mes champs d'expertise. Donc, je participe à la conception de ces systèmes-là. Et sinon, l'efficacité énergétique, c'est ce que je fais dans mon quotidien et c'est ce que je vais essayer d'un peu de résumer aujourd'hui à vous tous. Donc, un ordre du jour pour la présentation. Donc, tout d'abord, on va parler un peu de l'impact des bâtiments sur l'énergie et sur les GES au Québec, pour mettre ça en contexte. Ensuite, pour qu'on ait un peu tout le même jargon, je vais présenter quelques concepts généraux en efficacité énergétique, question qu'on ait toutes les bases communes et le même vocabulaire pour la suite. Ensuite, je vais parler d'une approche de décarbonation et d'efficacité énergétique qu'on a et qui semble logique selon nous. Ensuite, on va aborder un peu plus les éléments dans le détail. Donc, on va parler de l'enveloppe des bâtiments, de gestion des pointes hivernales, de pompes à chaleur, donc de récupération, d'aérothermie. L'aérothermie, c'est les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur que certains ont peut-être dans leur maison, de géothermie. On va parler de valorisation de rejets thermiques, de boucle énergétique. On va parler un peu de coût des solutions et de la rentabilité des solutions, parce qu'à la fin, souvent, c'est l'argent qui mène ce genre de projet-là, donc c'est bon d'en parler. Et on va terminer avec des questions. C'est une présentation d'environ 1 heure.
Donc, tout d'abord, pour mettre tout ça en contexte, c'est quoi l'impact des bâtiments en termes de GES et d'énergie au Québec? On est chanceux, c'est tout chaud, tout frais, tout chaud. Il y a l'État de l'énergie qui vient d'être publié de HEC, donc l'édition 2024. Les derniers chiffres, c'est que les bâtiments au Québec consomment environ 33 % de l'énergie et sont responsables de l'émission d'environ 9 % des GES. Donc, c'est non négligeable. C'était quand même un gros morceau, une grosse pointe de tarte. Donc, c'est important qu'on s'y attarde. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la majorité des GES des bâtiments au Québec proviennent du chauffage. Donc, c'est l'élément principal sur lequel il faut travailler. Et une grosse partie de la conférence va parler justement de comment on peut combler le chauffage efficacement. À droite, en haut à droite, on a une petite figure qui est tirée justement du rapport qui présente la répartition de la consommation énergétique du Québec, des bâtiments. Donc, en haut, on a le commercial institutionnel. Excusez. On peut voir que, justement, le chauffage de ces bâtiments-là, ça représente environ 42 % de la consommation. Et au niveau du résidentiel, c'est environ 61 %. Donc, le chauffage, c'est vraiment le plus gros consommateur d'énergie et aussi le plus gros émetteur de GES. Pour votre info, la ligne supérieure, c'était une référence en 2000 et en 2021. On voit que le chauffage représente une plus petite part de la consommation d'énergie. En contrepartie, on voit que, mettons, que les équipements auxiliaires, donc toutes les charges aux prises, les ordinateurs, tout ça, ça a augmenté parce qu'en 20 ans, il y a de plus en plus d'éléments, plus de télé, tout ça. Donc, c'est une augmentation nette de ce côté-là. Un truc qui est intéressant aussi au niveau des GES, c'est que la répartition de la consommation d'énergie est semblable entre les provinces, mais au niveau des GES, les bâtiments émettent plus de GES en dehors du Québec, justement, pour deux raisons principales. Premièrement, il y a plus de chauffage au gaz qu'à l'électricité, contrairement à ici. Et il y a aussi le réseau électrique qui est plus polluant que le réseau d'ici. Donc, à chaque fois qu'on ouvre les lumières, qu'on ouvre un ordinateur, on émet des GES, contrairement à ici, au Québec. Donc, ça vient changer un peu le portrait. Ensuite, ça, c'est quoi l'impact des bâtiments? Maintenant, pourquoi on est ce soir réunis pour discuter de la décarbonation des bâtiments? Les bâtiments, ce n'est pas le plus gros émetteur, mais c'en est un gros. Pourquoi il faut l'attaquer en premier? Il faut tout attaquer en même temps, mais pourquoi c'est pertinent de l'attaquer? Premièrement, c'est que les solutions existent et sont relativement simples à implanter. Il y a beaucoup d'industries qu'on voudrait décarboner, mais on n'a pas encore de solution viable, soit au niveau technique ou au niveau financier, pour le faire, alors que dans le bâtiment, les solutions existent. Des fois, ça prend un peu plus de courage pour les appliquer, mais il n'y a rien de sorcier dans ce que je vais discuter aujourd'hui. Deuxièmement, la décarbonation des bâtiments, ça passe beaucoup par de l'électrification directe ou avec des thermopompes, tout ça. Ici, l'électricité étant propre, si on fait cette conversion-là, on atteint notre décarbonation. Contrairement à ailleurs où les réseaux électriques sont plus polluants, la décarbonation nécessite des changements dans le bâtiment, mais aussi sur le réseau électrique. Donc, c'est un double défi. Et finalement, pourquoi c'est important d'attaquer le bâtiment? Le bâtiment, c'est un secteur qui a une très grande inertie thermique, c'est-à-dire que les bâtiments qu'on construit maintenant vont être en place et en opération pendant de très, très longues années, contrairement à une voiture qui va être changée aux 5, 10, 15 ans. Le bâtiment va être là pendant 50 ans, 100 ans. Donc, les choix qu'on fait aujourd'hui ont des conséquences à très long terme. Il y a une phrase qui revient souvent qu'environ 80 % des bâtiments d'aujourd'hui vont être encore en place en 2050. Donc, ce qu'on regarde aujourd'hui comme bâtiment, ça va être encore en place. Donc, s'ils sont non performants, ils vont l'être pendant très, très longtemps. Donc, c'est important d'agir aujourd'hui pour avoir un impact à long terme. Donc, maintenant, vous êtes tous convaincus que c'est important de décarboner les bâtiments. Avant qu'on tombe plus dans le croquant, le crunchy, on va parler de certains concepts généraux. Premièrement, en novembre dernier, il y a eu une conférence aussi du Front commun de Bruno de Tonk qui était sur l'énergie en général, pas nécessairement dans le bâtiment, mais toute l'énergie en général. En toute transparence, c'était un de mes profs à Polytechnique, en qui j'avais très confiance, un chic type. Donc, ça, c'était déjà une très bonne mise en bouche. Aujourd'hui, on est vraiment plus appliqué au bâtiment. Donc, on va parler je vais vous faire un tour de quelques concepts clés. Tout d'abord, avec tous les enjeux, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant parlé d'énergie que dans la dernière année. Un élément principal qui peut paraître un peu simple, mais qui est important de se rappeler, c'est quoi la différence entre la puissance et l'énergie? Quand on parle de puissance, on parle de kilowatts, on parle de tonnes de refroidissement versus l'énergie, où on parle de kilowattheures, de mètres cubes, de gigajoules. C'est vraiment clé de comprendre ça parce que c'est deux enjeux complètement différents. L'analogie que j'aime faire pour la puissance et l'énergie, c'est un peu le débit et le volume d'un réservoir d'eau, par exemple. Le débit, c'est un peu la vitesse à laquelle on va remplir le réservoir. Donc, c'est la puissance, c'est le débit
le débit qu'on va utiliser pour échanger l'énergie. Et le réservoir, c'est un peu l'énergie. Plus on remplit d'eau, plus il y a d'énergie dans le réservoir. C'est la même analogie, puissance avec une batterie, par exemple. Aussi, juste au niveau très simple mathématique, si on a 1 kW de puissance qui fonctionne pendant 2 heures, ça va faire 2 kWh, juste pour comprendre. Ensuite, les pertes de chaleur. On parle de chauffer les bâtiments, c'est ça le cœur du problème et de l'enjeu. On chauffe les bâtiments parce qu'il y a des pertes de chaleur. La chaleur passe de l'intérieur et s'en va vers l'extérieur parce qu'il fait froid. Ça peut sembler bête, mais c'est la clé pour comprendre les pointes de chauffage. Une perte de chaleur, c'est une fonction de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, plus il fait froid dehors, plus le besoin, la pointe de chauffage augmente. Et c'est pour ça que quand il fait très froid, on a des grandes pointes de chauffage. La caractéristique des pointes, on va en parler plus en détail plus loin, mais c'est quand on parle d'une pointe de chauffage, c'est que c'est une très grande puissance qui est requise par grand froid, mais qui dure très peu d'heures dans l'année. Donc, on a besoin d'une grande puissance, mais très peu d'énergie. Et ça entraîne plusieurs problèmes, cet enjeu-là. Ensuite, quand on parle d'efficacité énergétique, il faut parler de l'efficacité des équipements. Ça prend un bâtiment efficace, mais aussi des équipements après ça pour combler les besoins. L'équipement le plus simple, c'est du chauffage électrique de base, que ce soit des plaintes électriques ou une chaudière électrique. On a une efficacité de 100 %. Donc, on y injecte 1 kW électrique qui va se transformer en 1 kW de chauffage et on a donc une efficacité de 100 %. Ensuite, si on a une chaudière au gaz naturel, par exemple, on a une efficacité plus de 70 à 95 % selon la machine qu'on utilise. Donc, on injecte 1 kW chimique de gaz naturel ou de combustible et on va ressortir 70 à 95 % d'énergie thermique. Donc, on a des pertes dans les fumées de combustion. Ensuite, si on a une génératrice ou une centrale thermique, un moteur à essence aussi pour une voiture, l'efficacité est à peu près similaire, autour de 30-40 % d'efficacité. Donc, c'est des procédés qui sont beaucoup moins efficaces. Donc, on parle de 30 % environ. Et ensuite, on tombe dans les thermopompes. Quand on parle d'une pompe à chaleur, on parle moins d'efficacité, on parle plus de COP, de coefficient de performance. Et là, on est plus dans une efficacité d'environ 300 %. Et c'est pour ça que les thermopompes sont le nerf de la guerre. On y injecte 1 kW électrique et on en ressort environ 3 kW de chauffage parce qu'on a de l'énergie qui vient d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on focus autant sur les thermopompes parce que quand on veut être efficace, c'est vraiment ça la solution. Et un dernier petit point au niveau de l'électricité qui est propre, qui est peu émettrice au Québec, c'est une chance qu'on a et il ne faut justement pas gaspiller cette électricité-là. Il faut l'utiliser pour faire tourner des moteurs de thermopompe et tout ça et pas juste avoir des plaintes électriques qui chauffent le dehors. En opposition, cette électricité propre-là peut être comparée à l'électricité qui est faite avec des centrales thermiques. On a à droite un graphique qui vient d'Hydro-Québec qui présente les taux d'émission par kilowattheure électrique pour différentes sources. Et on considère ici les émissions de GES sur le cycle de vie, donc pas uniquement la production, l'exploitation, mais aussi tout le cycle de vie. Donc, quand on parle de barrage, ça considère leur construction. Si on parle d'éoliennes, ça considère aussi leur fabrication. Le solaire photovoltaïque, c'est autant la construction que le recyclage à la fin. Et ces chiffres-là ont toute une incertitude parce que les analyses du cycle de vie, c'est jamais ultra précis. Mais ce que ça nous indique, c'est que, premièrement, les producteurs renouvelables ou peu émetteurs, il y a une grosse différence entre les 4 premiers et les 3 derniers qui utilisent des combustibles fossiles, premièrement. Ça démontre aussi que l'hydroélectricité est à 28 grammes de CO2 par kilowattheure. Les éoliennes sont à 14, donc assez similaires. Le nucléaire est plus faible, mais ça vient négliger certains éléments qui ne sont pas juste des GES. Là, on parle de contamination nucléaire et tout ça. Il y a d'autres enjeux. Le solaire PV est à 64 ici, donc environ un peu plus que le double que l'hydroélectrique. Donc, le solaire, souvent, on pense à une fois qu'il est installé, il n'émet aucun GES, il est carboneutre, ça c'est vrai, mais la fabrication des panneaux, le recyclage, il y a du carbone intrinsèque qui est associé à ça, qui doit être considéré. Donc, il faut juste garder ça en tête quand on parle d'énergie, il ne faut pas aller vers les solutions trop simplistes. Un petit élément avant de partir des concepts généraux, le chauffage, si on le faisait avec une chaudière au gaz naturel, ça émettrait environ 200 grammes de CO2 par kilowattheure, donc environ 8 fois plus que l'électricité des barrages. Donc, on est mieux d'avoir une chaudière électrique que d'avoir une chaudière au gaz au Québec. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'on émet environ 3 fois moins
de CO2 si on chauffe en brûlant le gaz naturel directement que si on alimentait une chaudière électrique avec une centrale thermique au gaz, juste pour être sûr. Et si on prend le gaz pour produire de l'électricité qui alimente une chaudière électrique, ça devient une absurdité complète au niveau des pertes. Donc, c'est important de garder ça en tête aussi. C'est pour cette raison que dans les réseaux autonomes d'Hydro-Québec, par exemple les communautés nordiques ou aux îles de la Madeleine, par exemple, où ils ont des centrales thermiques au mazout, le chauffage électrique est rarement recommandé dans ces endroits-là parce que l'efficacité n'a pas de sens quand on regarde ça sur la manière au niveau global. Donc, maintenant, on a mis en contexte le bâtiment, on a un peu tout le même langage, donc on peut attaquer le cœur. Cette petite pyramide-là que j'ai créée, c'est un peu pour résumer la pensée quand on veut décarboner les bâtiments. Donc, c'est une approche de décarbonation et d'efficacité énergétique qui a une forme de pyramide parce qu'il faut vraiment commencer par la base. Il ne faut pas commencer par le haut, sinon ça devient non efficace et absurde selon nous. Donc, le premier élément, c'est vraiment la sobriété énergétique des bâtiments. On veut réduire les besoins à la source avec des mesures d'efficacité énergétique. La base, c'est vraiment l'enveloppe du bâtiment. On va en parler un peu après. On veut une enveloppe performante, étanche. C'est important, on ne veut pas chauffer le dehors. C'est une expression que je vais peut-être redire souvent, mais c'est vraiment un problème qu'on a au Québec. On a des mauvaises enveloppes. Après ça, c'est des trucs simples comme les horaires, les consignes des bâtiments. Ça peut paraître absurde ou simple, mais il y a tellement de bâtiments qui continuent à rouler à plein régime la nuit, l'éclairage ouvert, alors qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucun besoin. Donc, c'est important de vraiment réduire à la source nos besoins. L'éclairage efficace, il n'y a plus de raison aujourd'hui de ne plus avoir d'éclairage d'aile et des contrôles d'éclairage et tout ça. Et finalement, du débit variable sur la ventilation, sur le pompage. C'est des mesures relativement simples qui sont vraiment à la base de cette pyramide-là. Une fois qu'on a réduit nos besoins, avant d'essayer de générer de la nouvelle chaleur, il faut essayer de récupérer la chaleur qu'on a déjà à proximité de nous, que ce soit dans notre bâtiment en récupérant de la chaleur dans l'air qui est évacué des systèmes de ventilation, en récupérant les gains internes du bâtiment ou en valorisant les rejets thermiques qui sont à proximité. Il faut récupérer cette chaleur-là avant d'essayer avant d'en générer de la nouvelle. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ça prend quand même de la nouvelle énergie, de la nouvelle chaleur dans notre bâtiment. Donc, il faut vraiment prioriser les énergies renouvelables. Donc, on va parler de géothermie, d'aérothermie, de solaire thermique ou PV et de biocarburants. C'est toutes des énergies renouvelables qui peuvent nous servir et qui doivent être priorisées différemment dépendamment où on est, dépendamment d'où est situé le bâtiment. Ce n'est pas le même contexte si on est en Abitibi que si on est à Montréal. On ne peut pas implanter la géothermie, on ne peut pas mettre une chaudière à biomasse dans tous les contextes, donc il faut regarder ça. Il n'y a pas une solution qui est bonne pour tous les bâtiments. Une fois qu'on a utilisé le plus de renouvelables possible et de manière intelligente, après ça, on tombe dans la gestion des pointes du bâtiment. C'est un enjeu majeur. On le voit de plus en plus, on va en parler un peu plus loin, mais c'est difficile de bien combler les pointes de chauffage d'un bâtiment. Donc là, il faut regarder avec le chauffage électrique avec du stockage thermique. Il pourrait y avoir des batteries, il pourrait y avoir des combustibles qui sont utilisés avec de la biénergie. C'est des approches qui peuvent être utilisées. Donc, c'est pas mal les 4 étapes de la pyramide. Et après ça, il faut rester ouvert aux innovations. Comme je disais, dans le domaine du bâtiment, les solutions existent déjà. Donc, il ne faut pas attendre la solution miracle pour commencer à faire des changements ou à bien concevoir les bâtiments. Les solutions sont sur la table, mais il faut quand même rester très ouvert aux innovations, surtout dans le domaine des pompes à chaleur. Ça se développe très, très rapidement partout à travers le monde. Il y a beaucoup de R&D dans ce domaine-là, donc il faut rester ouvert à ça. Mais il ne faut pas attendre de solutions miracles. Par exemple, la capture des émissions de carbone, ce n'est pas encore la solution. Donc, il ne faut pas se dire « je ne vais rien faire en attendant telle machine qui soit mise sur le marché ». Il faut commencer tout de suite à appliquer des solutions. Et en haut de la pyramide, vraiment en dernier, il y a des crédits carbone, qui est vraiment un dernier élément qui est plus pour compenser ce qui ne peut pas être éliminé une fois qu'on a tout fait. Ça a un impact discutable, donc c'est vraiment pour ça qu'on le place au-dessus de la pyramide. Quelqu'un qui fait une grande démarche de décarbonation et qui se décarbone à 90-95% et qui veut acheter quelques crédits carbone pour se dire carboneutre au niveau marketing, personnellement, moi, j'ai aucun problème avec ça. L'enjeu, c'est plus quelqu'un qui achète uniquement des crédits carbone pour se dire carboneutre sans avoir fait les gros efforts qui viennent avant. C'est vraiment là que, selon moi, il n'y a pas de logique et il n'y a pas de vision à long terme dans ce genre de démarche-là. Donc, maintenant, on a le plan de match. Maintenant, on va aborder les différents éléments de cette pyramide-là un peu plus en détail. La première étape, l'enveloppe des bâtiments. C'est un élément on est chanceux ici, on est à la MDD, on a une très bonne enveloppe performante, ça a été bien conçu. Ce n'est pas le cas dans tous les bâtiments, malheureusement.
autant que ce soit les bâtiments commerciaux, institutionnels que les maisons. On a beaucoup de maisons vieillissantes avec des enveloppes déficientes. Le problème avec l'enveloppe, c'est qu'on ne change pas ça à chaque année, une enveloppe de bâtiment. C'est très rare qu'on va le faire. L'élément qu'on va changer à l'occasion, c'est le toit, ce qui va changer aux 20 ans, 30 ans, dépendamment si on est dans le résidentiel, commercial. Mais quand on change notre toit, quand il est en fin de vie, ça vaut la peine d'améliorer l'isolation du toit. Le surcoût n'est pas très important, donc ça vaut vraiment la peine. Il ne faut pas passer à côté. Une fois qu'on travaille le toit, on en profite. Il ne faut pas passer à côté. Ensuite, toutes les fenêtres, les vitrages se sont beaucoup améliorés dans les dernières années. Donc, les vitrages doubles, souvent, on peut regarder le vitrage triple qui vient avec un surcoût, mais sur le long terme, ça peut avoir un intérêt. Vitrage triple, un petit point à considérer, des fois, c'est plus lourd. Donc, au niveau de la structure, on ne peut pas toujours ajouter ça. C'est à prendre en considération. Mais pour un bâtiment neuf, ça devrait être presque la base de considérer ça pour commencer. Parce que, justement, le vitrage, on ne le change pas non plus très souvent. Toit, vitrage, ça change. L'isolation des murs, il ne faut pas se leurrer. Une fois qu'elle est installée, une fois qu'elle est en place, c'est très rare qu'elle va être changée. C'est rare qu'on va arracher tous les murs et qu'on va changer ça. Si, mettons, il y a un mur de maçonnerie qui est bon 40, 50 ans, on ne va pas arracher la brique après 10 ans pour aller changer l'isolant. Donc, l'isolation des murs, il faut vraiment l'optimiser dès le début parce qu'on n'y touche pas. Il ne faut pas se faire des accroires, on n'y retouche pas. Donc, c'est vraiment, il faut y penser et l'optimiser dès le début. Ensuite, un élément qu'on parle plus au niveau de l'enveloppe depuis quelques années, c'est les ponts thermiques. Avant, on parlait, la fenêtre, elle est R2, les murs, il est R20. Mais quand on considère le cadre de la fenêtre, quand on considère les éléments de structure qui sont dans le bâtiment, c'est tous des ponts thermiques. Donc souvent, oui, le mur est isolant, mais ces éléments-là de structure ou de cadre vont plus conduire la chaleur et vont déprécier l'enveloppe. L'enveloppe va être moins performante que la valeur qui est dans la fiche technique, on pourrait dire. Donc, il y a plein de manières de réduire les ponts thermiques. Avec les fenêtres, il y a des cadres en vinyle ou hybrides qui sont plus performants que des cadres en aluminium qui sont plus conducteurs. La structure, il y a des choses qu'on peut faire. Les balcons, j'ai mis ici une petite photo des condos classiques qui seraient construits avec des balcons. L'entrepreneur va couler la dalle de chaque étage et va la prolonger pour faire des balcons. Ce que ça fait vraiment une invitation aux pertes de chaleur parce que c'est un peu comme des ailettes. Ces balcons-là vont voir le froid, vont se refroidir et toute la chaleur du bâtiment va être aspirée et va être rejetée par ces ailettes-là, par ces balcons-là. Donc, il y a des manières de mieux réfléchir ça et de mettre des bris thermiques quand on construit les balcons, par exemple. Donc, il y a des solutions qui existent, il faut juste les appliquer et parfois peut-être les obliger d'implanter ces solutions-là. Et finalement, une fois que toute notre enveloppe est faite, l'étanchéité de l'enveloppe aux infiltrations d'air, c'est un élément qui est souvent négligé. Parce que c'est difficile à vérifier. Le mur, la vitre, on le voit s'il y a un trou dedans, mais les petits interstices dans l'enveloppe, on ne les voit pas vraiment. Mais quand on regarde toute l'enveloppe du bâtiment, si on fait la somme, ultimement, ça fait beaucoup de pertes de chaleur. Donc, c'est important que les pare air, les pare vapeur, le calfeutrage soient très bien mis. Il peut y avoir des commissioning d'enveloppes qui valident que l'enveloppe a été bien conçue. Et ce n'est pas très commun pour l'instant, mais c'est très pertinent parce qu'une fois que le mur est scellé, fermé, il n'est pas réouvert avant peut-être 50 ans. Donc, ça vaut la peine de payer un petit peu plus pour s'assurer que tout est bien construit, faire une vérification. Mais après ça, on a une enveloppe performante à long terme. Il y a des tests d'infiltrométrie aussi qui peuvent démontrer l'efficacité de l'enveloppe. Donc, la qualité de la main-d'œuvre, ça fait toute la différence quand on parle d'étanchéité du bâtiment. Et un petit point, il y a des subventions aussi pour les rénovations d'enveloppes. Ça ne permet pas de compenser tous les coûts, mais ça peut quand même venir aider. Ça peut venir jouer si on doit rénover l'enveloppe. Ça peut venir payer pour le surcoût pour l'amélioration. Donc, selon moi, ça vaut la peine de les saisir. Ensuite, au niveau de l'enveloppe, un des problèmes qui est encore, qu'on voit encore aujourd'hui, il y a le Code national de l'énergie dans les bâtiments qui guide justement l'isolation qu'on doit mettre dans les murs, dans les toits, dans les fenêtres, tout ça. Ça vient guider ça, mais malheureusement, il y a des tours de passe-passe qui permettent encore de ne pas respecter les requis d'enveloppe, les requis minimaux. Donc, quand on fait un concept, il y a une méthode prescriptive où là, le Code de l'énergie dit l'enveloppe doit atteindre telle valeur, les fenêtres doivent atteindre telle valeur, il ne doit pas avoir plus que 40 % de vitrage dans le bâtiment, parce que sinon, on dit que c'est une enveloppe qui est non performante. Donc, ça, c'est la méthode prescriptive, on ne se pose pas de questions et on respecte ça et on a une bonne enveloppe. En contrepartie, il y a une autre alternative qui est la méthode de performance où là,
l'entrepreneur peut décider de mettre une moins bonne enveloppe, plus de vitrage, avoir des murs moins performants ou des bris thermiques sur les balcons, il ne les mettra pas pour des raisons comme ça pour un peu sauver les coûts. S'il est capable de démontrer avec une simulation énergétique que son bâtiment au global va consommer moins d'énergie que la référence ou qu'une certaine cible. Donc, ça fait en sorte qu'avec cette méthode-là, on peut mettre une enveloppe déficiente ou moins performante si on a des systèmes mécaniques qui viennent compenser la faible enveloppe. En gros, ce que ça fait, c'est qu'on a des systèmes de géothermie, de récupération très efficaces, mais qui vont travailler plus fort, qui vont consommer plus d'énergie pour alimenter des pertes, malheureusement. Donc, c'est encore légal pour ça de construire des gros aquariums où on chauffe le dehors. C'est pour ça que c'est ça qui pousse un peu partout, parce que le code de l'énergie le permet encore. Il va y avoir des révisions du code de l'énergie aux 2-3 ans qui vont essayer de raffiner ça, mais c'est quand même difficile à attaquer comme problème, on dirait. Et malheureusement, la prochaine itération ne réglera pas encore ce problème-là. Donc, c'est un élément, quand on parle de réduire un peu les enjeux à la source, c'est une approche qui est à explorer selon moi. Ensuite, cette diapo-là a quand même beaucoup de contenu, mais elle est très, très pertinente, surtout au Québec. Donc, je vais prendre un petit moment pour la traverser avec vous. Quand on parle beaucoup du carbone opérationnel, donc on brûle du gaz dans la chaudière, on utilise de l'électricité dans les plaintes électriques, on utilise de l'énergie, et cette énergie-là émet des GES. Donc, on parle de carbone opérationnel. Mais il y a beaucoup de carbone intrinsèque qu'on néglige. On commence à le regarder de plus en plus dans les bâtiments. Ce n'est pas encore la norme, mais ça va le devenir dans les prochaines années, je l'espère. Mais il y a de plus en plus de gens qui le considèrent, surtout quand on mesure l'ampleur de ces émissions-là de carbone. Quelques exemples. Le ciment. Le ciment, c'est le plus gros émetteur dans un bâtiment, dans un gros bâtiment. Si l'industrie du ciment était un pays, ce serait le 3e plus gros émetteur dans le monde. Donc, c'est énormément d'émissions qui sont associées au ciment. Il y a des manières de le réduire un peu. Ça reste un enjeu. Il y a quelques approches, mais ça reste un gros défi. L'acier qui est utilisé pour les structures, pour l'armature, ça émet beaucoup de GES aussi. On parle de 1,8 tonnes de CO2 par tonne d'acier. Donc, c'est assez émetteur. Ensuite, les isolants. Le ciment, l'acier, on le considère souvent. L'isolant, on y pense moins parce qu'on se dit, je mets plus d'isolant dans mon bâtiment, il va être plus efficace. Il y a beaucoup d'isolants qui sont très polluants, qui utilisent des agents d'expansion. Quand on parle de polystyrène extrudé, quand on parle d'uréthane giclé, il y a plusieurs de ces isolants-là qui nécessitent des gaz pour gonfler et occuper de l'espace et être isolants. Et ces gaz-là sont très polluants quand ils sont relâchés dans l'atmosphère ou pour leur production. Donc, quand on regarde le carbone intrinsèque de ces isolants-là, eh bien, ça peut rapidement plomber le bilan carbone du bâtiment. D'où la priorité de développer des isolants naturels. Il y a plein de solutions qui ne sont pas nécessairement disponibles au niveau commercial, mais il devrait y avoir plus de développement pour qu'on puisse réduire l'impact des isolants. Aussi, le bois. Le bois est sous-utilisé dans les bâtiments commerciaux institutionnels. Le Conseil du bâtiment durable, qui gère LEED et tout ça, recommande de considérer le bois, une structure de bois pour des immeubles de 12 étages et moins. Donc, pas nécessairement de le faire, mais au moins de le considérer, de parler avec les ingénieurs en structure, de les mettre au défi, de voir, parce que quand on regarde la structure du bâtiment, c'est très, très émetteur. Donc, si on peut la faire en bois, avec des bois d'ingénierie, tout ça, il y a des solutions qui existent et on peut avoir un impact assez important. En contrepartie, il faut que les codes de construction, les codes du bâtiment évoluent aussi pour laisser de la place à ces constructions-là. On est des fois un peu trop conservateur dans nos approches. Donc, c'est important de se tenir à jour des performances de ces matériaux-là, de bois, d'ingénierie, tout ça, pour avoir l'heure juste. Et je vais tomber maintenant dans les graphiques à droite. Si on voit ici, on a les émissions de carbone, de GES opérationnelles et intrinsèques pour 2 bâtiments. C'est des bâtiments qui seraient théoriques 100% électriques, donc leur chauffage aussi, et qui évolueraient dans mettons une province où le réseau est très polluant en haut, le réseau électrique, et en bas au Québec où le réseau est très peu polluant. Ce qu'on voit en vert et qui est stable dès le début de la construction du bâtiment, c'est le carbone intrinsèque. Lui, il ne change pas. Dès la construction du bâtiment, le béton il est installé, les vitres sont installées, tous les matériaux sont installés, donc on a un bilan carbone négatif dès qu'on commence. Et après ça, au fil des ans, à chaque année, l'opération du bâtiment va venir ajouter des émissions de GES. Si le réseau électrique est très polluant, comme en haut, on peut voir qu'après quelques années, le carbone opérationnel est tellement intense, donc l'opération du bâtiment va être plus importante au niveau du bilan carbone du bâtiment. Et après plusieurs années, dans ce cas-là, après environ 30 ans,
de toutes les émissions de GES du bâtiment, il va en avoir 20 qui vont être du carbone intrinsèque et l'autre 80 qui va être du carbone opérationnel. Donc, dans ces cas-là, si c'est important de vraiment réduire les besoins thermiques du bâtiment parce que si on les comble avec de l'électricité de cette manière-là, c'est très polluant. Si on est au Québec, et là ici, je ne dis pas qu'il ne faut pas isoler les bâtiments, c'est important d'avoir une bonne enveloppe, mais ce que je veux dire, c'est que si on ne fait pas attention aux matériaux qu'on utilise pour notre enveloppe et pour toute la structure du bâtiment, eh bien, ici, on a ici le carbone opérationnel qui est le même. Le béton, le bois, peu importe où on le fait dans le Canada, ça va être environ le même carbone intrinsèque. Donc, on est au même point, 22 000 environ tonnes de GES. Et on a le carbone opérationnel qui est tout petit et qui augmente parce que c'est uniquement les émissions de GES du réseau électrique. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'un bâtiment qui serait 100% électrique au Québec, on est beaucoup mieux de mettre des efforts sur la réduction du carbone intrinsèque du bâtiment. Ça prend des systèmes efficaces et tout ça, mais au niveau GES global, parce que dans les discussions énergétiques, c'est important d'avoir une vision globale, regarder le cycle de vie. Et si on regarde ça, c'est que vaut mieux avoir un peu plus de pertes énergétiques, mais focusser sur une enveloppe, mettons, avec des isolants qui seraient plus naturels, par exemple. Une des absurdités qu'on voit, ce serait, mettons, des maisons passives qui disent « j'ai une enveloppe de R80 », mais faite avec des isolants très, très polluants. L'ajout d'isolants vient plus aggraver le problème quand on regarde ça de manière globale. Donc, à garder en tête le carbone intrinsèque. Vous allez en entendre parler de plus en plus souvent dans les prochaines années parce que, comme on voit, plus on fait une opération efficace, ce qu'on veut faire aujourd'hui, le carbone intrinsèque prend encore plus d'ampleur, donc il faut le considérer. Maintenant qu'on a, on a une bonne enveloppe, on a travaillé ça, maintenant on va tomber dans les pointes de chauffage. Ce graphique-là, c'est pas très joli, mais c'est le genre de graphique avec lequel je travaille tous les jours. Quand on regarde un bâtiment, on va faire une simulation énergétique du bâtiment et on va essayer d'analyser c'est quoi les besoins à chaque heure de l'année du bâtiment. Donc, ce graphique-là, ce que ça présente, c'est en X. Excusez. En X, on a ici les heures de l'année, donc 8760 heures dans l'année. On commence en janvier et on finit en décembre ici. Et ici, on a la pointe de chauffage, la charge de chauffage du bâtiment. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'été, on n'a presque pas de chauffage. En janvier, on a des grosses pointes qui arrivent très, très peu souvent. On n'a pas une grande densité de points. Donc, ça veut dire qu'il y a 1 heure dans l'année ou 2 heures où on a eu la grosse pointe, mais le restant de l'année, on avait des charges beaucoup plus faibles. Ça baisse. Il y a des mi-saisons où on a des charges partielles ou des basses charges. Pas de chauffage l'été, c'est logique. Et ça repart à l'automne et en décembre ici. Donc, ce qu'on voit, c'est que la plupart des besoins de chauffage sont à basse charge. On installe, oui, une machine qui va chauffer 10 kW, mais c'est très rare qu'elle va chauffer à 10 kW. Durant la majorité du temps, elle va être à charge partielle. Donc, quand on conçoit les systèmes et on les opère, il faut garder ça en tête. Les pointes, elles, sont peu fréquentes, mais sont très intenses. Donc, on a besoin d'installer des grandes puissances pour très peu d'heures dans l'année. Et c'est là un peu le cœur du problème des pointes énergétiques. La prochaine figure, ça vient imager le même enjeu de pointe énergétique, de pointe de chauffage, mais de manière un peu différente. Ce qu'on a ici, c'est un graphique où, excusez-moi, on a le pourcentage de la pointe de chauffage qui est comblé par un équipement, et on a le pourcentage des besoins. Donc, tantôt, je parlais de puissance et d'énergie. Donc, ici, on a la puissance et ici, on a l'énergie annuelle. Ce que ça nous dit quand on regarde ça, et cette courbe-là est assez typique dans tous les bâtiments parce qu'elle dépend de la météo, donc de la température extérieure. Ce qu'on constate en regardant ça, c'est que si on a un équipement qui fournit environ 50 de la pointe de chauffage, eh bien, il va combler environ 90 des besoins annuels. Et l'équipement auxiliaire ou l'équipement qui va fonctionner vraiment pour la pointe de chauffage, lui va fournir la même puissance que l'équipement qui fait la charge basse, la charge partielle, mais va consommer environ 10 va combler environ 10 des besoins. Donc, on ne doit pas gérer les pointes de la même manière qu'on gère le base load, la charge de base du bâtiment. Parce qu'ici, on a une faible puissance avec beaucoup d'heures de fonctionnement, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de réduction de GES. La grosse réduction de GES, elle se passe ici. Et ici, c'est comment on fait pour combler les peu d'heures où il fait très, très froid. Et c'est le défi que j'essaie de répondre quotidiennement dans mes projets. Donc, ça, c'était la pointe de chauffage. C'est difficile à combler. Le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on a nos pointes de chauffage en même temps que les pointes du réseau électrique. C'est presque unique au Québec. Il peut y avoir d'autres endroits, mais il n'y a pas ça à beaucoup d'endroits dans le monde. Pourquoi? À cause du chauffage électrique. On a ici on a une petite image
qui montre de manière très schématique le problème du réseau d'Hydro-Québec et la situation du Québec avec le chauffage électrique. On a la nuit une faible consommation électrique. Et là, c'est le matin, il fait très, très froid en janvier. Tout le monde démarre son chauffage, tout le monde prend sa douche, tout le monde passe sa machine à café. Et là, on a une grosse pointe de puissance. Et à ce moment-là, Hydro-Québec n'a pas assez de puissance et doit importer de l'électricité d'ailleurs, de l'électricité plus polluante aussi. Donc, à ce moment-là, quand on démarre notre chauffage et que les industries roulent à plein régime, notre réseau électrique n'est plus aussi vert que je présentais au début. C'est pris en compte quand on regarde le cycle de vie, tout ça. Mais une part de nos émissions de GES du réseau provient de ces moments-là. Et ensuite, en milieu de journée, les gens partent de chez eux, ils s'en vont au bureau, ils commencent à avoir du soleil qui chauffe un peu les bâtiments, donc on a un peu moins de pointes électriques. Et, en fin de journée, les gens retournent chez eux, redémarrent le chauffage, partent une brassée, font la vaisselle, peu importe, donnent le bain aux enfants, et on a une autre pointe électrique. Donc ça, c'est vraiment, ce graphique-là, ça résume toutes les discussions qu'on a depuis 2 ans avec Hydro-Québec, avec la biénergie, tout ça. On en parle énormément. Pourquoi? Pour régler ces enjeux-là. Il y a plein de solutions, mais c'est ce qu'on discute aujourd'hui. Avant d'attaquer ces points-là avec plein de nouvelles technologies, je parlais tantôt de la pyramide, d'aller à la base. Des fois, il ne faut pas chercher trop loin. Une des solutions très simples, c'est dans ces moments-là de juste pas utiliser les éléments qui consomment de l'électricité. Ça sonne très bête, mais c'est ce qui doit être fait. C'est ce que des industries font de plus en plus parce qu'ils sont encouragés avec des programmes de gestion de la pointe par Hydro-Québec. Justement, ils sont subventionnés quand même assez généreusement pour couper des systèmes, pour consommer moins d'électricité dans ces moments-là. Et c'est ce que des systèmes comme ILO demandent aussi aux participants, c'est de couper des systèmes, couper le chauffage dans les périodes de pointe pour juste effacer cette pointe-là. Donc, c'est l'approche un peu plus la plus bête, mais qui est aussi la plus simple à implanter. Ensuite, ça, c'est une des solutions, mais si on veut attaquer le problème un peu plus violemment, pas violemment, mais un peu plus, pour aller un peu plus loin, on parle de faire une électrification intelligente. Et là, quand je parle d'intelligence, ce n'est pas de tout connecter, c'est vraiment de réfléchir à comment on électrifie les systèmes. À la base, on revient à la pyramide, on réduit les besoins au maximum, on essaie de récupérer toute l'énergie disponible, on essaie d'utiliser l'énergie renouvelable qu'on peut. Et ensuite, la pointe qui reste, là, on peut utiliser l'électricité avec du stockage thermique, avec des combustibles, pour venir effacer la pointe. L'image que j'ai mise ici, c'est pour imager un peu le stockage thermique qu'on peut utiliser. On entend souvent ça, stockage thermique. Ça ressemble à quoi? Je vais en parler un peu plus loin avec des images, mais au niveau très, très conceptuel, on a ici les pointes qui arrivent dans le jour, donc une plus grande puissance, une plus grande demande électrique. Et la nuit, on a une baisse de puissance. Donc, la nuit, on pourrait utiliser plus d'électricité et le jour, il faudra en utiliser moins. Donc, c'est quoi le principe du stockage? Eh bien, la nuit, on stocke, on consomme plus d'électricité la nuit, on stocke ça dans des réservoirs d'eau, dans des briques, peu importe. Et quand c'est le jour, eh bien, on va aller décharger ce stockage-là pour combler nos besoins, que ce soit avec des batteries ou du stockage thermique, peu importe. Mais c'est tout le principe, c'est toute la logique du stockage thermique est comprise dans cette image-là. Et finalement, on va en parler un peu plus loin, mais les réseaux de chaleur sont aussi des alliés pour affronter les pointes hivernales et les pointes du réseau d'Hydro-Québec. Quand on parle de vision globale, c'est vraiment une solution très, très intéressante et pertinente. Pointe hivernale, plusieurs manières de le combler. Le stockage, la biénergie, on en parle énormément. On parlait de biénergie il y a 10 ans. On en reparle, c'est un des mots à la mode depuis 1 an ou 2. C'est quoi l'objectif de la biénergie? Eh bien, c'est de faire une décarbonation partielle. On parle, admettons, d'un système qui est 100% au combustible fossile, 100% gaz naturel. Eh bien, on va faire une décarbonation partielle du système grâce à l'électricité, que ce soit des chaudières électriques ou avec, si on veut aller plus loin, avec des thermopompes aussi. On veut décarboner le plus possible à des moments où on n'a pas d'enjeu de pointe électrique. Et quand on a des pointes, justement, l'électricité devient très coûteuse à produire, très polluante. On ne veut pas en utiliser. Hydro-Québec a des enjeux. Bien là, on change de source énergétique et on va aller avec le gaz naturel ou un autre combustible pour combler les pointes. Donc, de manière simpliste, c'est ça, la biénergie. Ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. Les gens qui disent que ça ne sert à rien la biénergie, que ce n'est jamais une bonne application, ce n'est pas mon avis. Ceux qui disent que c'est l'unique solution, ce n'est pas mon avis non plus. Ça fait partie du bouquet de solutions. Ça peut être pertinent pour des bâtiments qui utilisent déjà du gaz naturel et où les autres options peuvent être difficiles à implanter. Des fois, mettons un nouveau bâtiment efficace où on va venir rajouter du gaz naturel alors qu'il n'y en avait pas avant, c'est peut-être une absurdité. Un bâtiment vieillissant où c'est difficile d'aller implanter des technologies renouvelables, la biénergie peut être intéressante s'ils ont assez de capacité électrique et tout ça. Donc, ça peut être une solution, mais il faut étudier chaque cas indépendamment.
Un des avantages, c'est que ça permet une réduction des GES simple et rapide. C'est beaucoup plus simple d'ajouter une chaudière électrique en parallèle de la chaudière au gaz que d'implanter des thermopompes, de la géothermie. On n'a peut-être pas de terrain et tout ça. Donc, ça peut être une solution dans certains cas. Aussi, il y a du gaz naturel qui est requis dans beaucoup de bâtiments au Québec pour des raisons, ça peut être des lois, des obligations, les hôpitaux, les bases militaires, des refuges. Il y a des bâtiments qui n'ont pas le choix d'avoir plusieurs sources énergétiques. Les bases militaires, ils sont obligés d'avoir du gaz naturel et du mazout. Ils doivent être vraiment en béton. Donc, ces installations-là doivent avoir des chaudières au gaz naturel ou au combustible fossile dans tous les cas, peu importe le bâtiment. Donc, dans ces cas-là, on ne parle pas d'ajouter des équipements. S'il y a des grosses pointes et des enjeux avec le réseau électrique, bien, profitons de ces installations-là qui doivent être là de toute façon pour délester le réseau d'Hydro-Québec. Et en contrepartie, les bâtiments où c'est plus simple, qui peuvent tolérer des plus grandes pannes électriques et qui peuvent être 100% électriques, bien, ces bâtiments-là, on peut accepter plus de pannes et dans ce cas-là, la biénergie est peut-être moins intéressante. Aussi, un autre point, c'est quand on parle de production de vapeur, de procédés industriels qui nécessitent de la haute température, des grosses puissances qui peuvent soit pas être produits avec des thermopompes ou c'est très difficile à produire avec des chaudières électriques. Bien, dans ce cas-là, la biénergie peut être intéressante. On peut, à charge partielle, alimenter ces systèmes-là pour les décarboner avec des chaudières électriques. Et quand c'est les pointes, ce serait des pointes électriques inimaginables ou trop élevées. Et dans ces cas-là, les combustibles fossiles prennent tout leur sens parce que tantôt, je disais que les solutions du bâtiment existent. Dans le cas industriel, des fois, les solutions n'existent pas encore ou sont très, très coûteuses à mettre en place. Donc, la biénergie, c'est une solution parmi tant d'autres. Mais je reviens ici avec une petite pensée du jour. Si on opte pour la biénergie ou si on opte pour n'importe quelle solution, il faut d'abord réduire nos besoins au maximum. C'est important. On ne veut pas chauffer le dehors. Et aussi, les clients qui veulent opter pour la biénergie, bien, il y a toujours l'option de gaz naturel renouvelable s'ils veulent compenser leurs émissions. Ça vient avec un surcoût, mais ça permet d'avoir un impact réduit sur le climat si on utilise cette option-là. Ensuite, si on veut être tout électrique, on a les accumulateurs thermiques avec les briques. Le stockage thermique, la solution la plus simple et qui existe depuis très longtemps, c'est des réservoirs d'eau. La plupart des gens ont un chauffe-eau à la maison, c'est un réservoir d'eau qui est chauffé. Et quand on prend notre douche, ce n'est pas nécessairement l'élément qui chauffe directement notre eau, c'est notre réservoir qui se vide, l'énergie de notre réservoir qui se vide et qui nous permet d'avoir beaucoup de puissance rapidement. Donc, on fait du stockage thermique un peu sans le savoir. Le problème, quand on veut chauffer un bâtiment ou même une maison au complet, si on voulait faire du stockage avec de l'eau, ça prend des réservoirs très, très volumineux. Donc, il y a des enjeux d'espace. Le pied carré coûte très cher dans les bâtiments ou dans les maisons. On ne voudrait pas remplir une pièce au complet avec un bassin d'eau. Donc, c'est difficile à intégrer aux bâtiments existants. Et dans le neuf, c'est difficilement justifiable d'occuper des aussi gros espaces. Une des solutions à ça, une solution qui est mise de l'avant par Hydro-Québec beaucoup dans les dernières années, et très récemment, il y a une grosse offensive, c'est les accumulateurs thermiques avec des briques. On en a un exemple ici. En gros, c'est une boîte avec des briques qui permettent d'être chauffées à très, très haute température. Il y a des éléments électriques dans ces briques-là. Donc, l'élément électrique va chauffer et va monter les briques à environ 600-700 Celsius. Donc, on ne parle pas de stockage d'eau à 100 Celsius. C'est très, très chaud. C'est isolé. Donc, en période, mettons la nuit, on va stocker ça. Et le jour, s'il y a une pointe d'Hydro-Québec, on ne veut pas utiliser d'électricité pour chauffer notre maison, eh bien, on a l'air, mettons, de notre système qui va passer dans le stockage, qui va se réchauffer naturellement. Les briques vont se décharger et on va pouvoir chauffer notre maison sans utiliser d'électricité à ce moment-là. Donc, c'est l'avantage et toute la pertinence de ces accumulateurs thermiques-là. Ça existe depuis une bonne dizaine d'années. Au début, il y avait des enjeux techniques et de fonctionnement parce que justement, chauffer des briques à 600-700 degrés, c'est pas simple. Il y avait un peu des problèmes. Selon les discussions qu'on a eues, puis il y en a beaucoup qui ont été installés récemment, on voit que ça a été réglé et que ça semble bien fonctionner. Donc, c'est un bon moment justement pour l'offensive d'Hydro-Québec qui veut vraiment pousser ça. Là, la technologie semble au point. Donc, ça semble très prometteur. C'est largement subventionné. Donc, je pense qu'on va en voir de plus en plus dans les prochaines années. Ce système-là ici, c'est le système résidentiel. Et il y a aussi des systèmes un peu plus gros pour le commercial. Où il y en a dans les écoles et tout ça. Donc, ça peut être une solution pour le tout électrique qu'on va voir de plus en plus. Un point intéressant avec ça, si vous avez bien compris les concepts généraux au début, on parle d'éléments électriques, donc on a une efficacité de 100%. On met 1 kW dedans et on va ressortir 1 kW. On va même en perdre un petit peu parce que le stockage est très chaud, donc on a quand même une perte
de ça. Donc, on a une efficacité en bas de 100 avec ça. Donc, oui, on va venir gérer les pointes électriques du réseau d'hydro. C'est une solution, c'est super. C'est un des éléments, ça coche une case. Mais au niveau de l'efficacité, on n'a pas de COP, on n'a pas une efficacité en haut de 100 Donc, quand on parle vraiment de décarbonation efficace, d'électrification intelligente, on n'est pas encore rendu là. Heureusement, ils ont pensé à tout, on dirait. Il y a une possibilité d'ajouter une thermopompe à ce module-là. Donc, le switch. Ici, ils sont capables, la même thermopompe, le même système d'accumulateur qui gère les pointes. On peut avoir une thermopompe d'aérothermie, comme les gens qui ont un système central avec une thermopompe. On a ici le serpentin qui va venir climatiser ou chauffer avec l'unité extérieure. Il y a moyen de l'ajouter. Donc, une grande partie de l'année, on fonctionne avec la thermopompe, donc avec un COP, avec une efficacité. Et quand il fait très froid, l'aérothermie arrête de fonctionner, mais on peut gérer nos pointes avec l'accumulateur. Donc, cet arrangement-là, accumulateur et thermopompe, actuellement, est largement subventionné. Je vais vous en parler tantôt. Mais dans le domaine résidentiel, c'est une solution qui est mise de l'avant et qui a beaucoup, beaucoup de potentiel pour améliorer le 100 électrique et améliorer les plaintes électriques que beaucoup de personnes ont chez eux. Et justement, cet ajout-là de thermopompe nous amène à la prochaine section de la conférence qui porte sur les pompes à chaleur ou les thermopompes. Premièrement, pompe à chaleur, thermopompe, c'est exactement la même chose. Des fois, pompe à chaleur, on voit ça un peu plus scientifique. Thermopompe, et on s'imagine la thermopompe dans la maison de banlieue à côté. C'est la même chose, une thermopompe. Tout le monde en a au moins une ou deux chez eux. Votre réfrigérateur, c'est une thermopompe. Si vous avez un air climatisé, c'est une thermopompe. Les refroidisseurs dans un hôpital, c'est une thermopompe. C'est un mot qui veut dire thermopompe, c'est pomper la chaleur. Donc, l'objectif, c'est de déplacer de la chaleur et de la concentrer. Donc, on extrait de la chaleur d'un milieu plus froid et on la rejette dans un milieu plus chaud. Donc, c'est ce qu'on veut faire avec un réfrigérateur, c'est ce qu'on veut faire avec une thermopompe de chauffage. Comment on fait ça? Ça nous prend une machine ici qui est imagée. Ça nous prend un réfrigérant, qui est un peu le cœur de tout ça, avec un compresseur qui va entraîner le cycle du réfrigérant. Donc, on injecte de l'électricité dans le compresseur qui va faire bouger le réfrigérant, qui va le comprimer. Et le réfrigérant va absorber de la chaleur du côté source et va rejeter sa chaleur du côté de l'émission de la chaleur. Donc, si on a un système d'air climatisé, on absorbe la chaleur dans la maison et on rejette la chaleur dehors. Si on veut chauffer, on extrait de la chaleur de l'extérieur et on le rejette dans la maison pour chauffer. Donc, les thermopompes sont essentielles pour la décarbonation efficace des bâtiments. Oui, il faut électrifier, mais il ne faut pas juste avoir de l'électrique 100 il faut avoir des COP, il faut avoir de l'efficacité, et ça passe par les thermopompes. Un petit mot, chaque fois qu'on parle de thermopompe, de refroidisseur, il y a l'enjeu du réfrigérant. Les plus vieux de la salle appelleront ça du fréon. Peu importe comment on l'appelle, du R134, il y a plein de réfrigérants qui sont utilisés. Il y a beaucoup de recherches dans les réfrigérants. Ce qui est important, le réfrigérant, c'est un gaz qu'on va utiliser dans notre circuit. Par le passé, il y avait des gros impacts sur la couche d'ozone. Ça a été réglé. Les réfrigérants aujourd'hui n'ont plus d'impact sur la couche d'ozone. C'est une bonne chose. L'impact aujourd'hui, c'est surtout au niveau du réchauffement climatique. Donc, les réfrigérants, s'il y a des fuites, si on démonte le système en fin de vie et il y a une fuite de réfrigérant, les réfrigérants sont très polluants. Il y a le CO2, il y a le méthane et il y a les réfrigérants qui sont 500 à 1000 fois plus dommageables que le CO2 en pouvoir de réchauffement global. Donc, les réfrigérants, il faut vraiment s'y attarder et l'industrie le fait. Il y a des réglementations qui obligent les industries à réduire l'impact du réchauffement climatique des réfrigérants. C'est peut-être un peu trop lent à notre goût, mais il y a de la recherche, il y a de l'innovation là-dedans qui se fait. Et il y a aussi beaucoup d'innovation au niveau des réfrigérants, au niveau de la performance. Je vais en parler avec l'aérothermie, mais on veut des machines qui vont être encore plus efficaces parce qu'ils vont en avoir partout des thermopompes et des refroidisseurs. Donc, on veut les avoir le plus efficaces possible. Juste pour terminer ici, l'équation du COP, du coefficient de performance, je le disais tantôt, mais c'est l'énergie qui est libérée ou qui est générée divisée par l'électricité qui est requise. Donc, si on a une machine qui consomme 1 kW et qui rejette 3 kW de chauffage, on a un COP de 3 et donc une efficacité de 300 %. Donc, c'est le petit côté mathématique de la présentation. Donc, une fois qu'on sait c'est quoi une pompe à chaleur, une thermopompe, je vais donner quelques exemples. On a les refroidisseurs récupératifs. C'est important de comprendre, quand on a une maison ou un appartement, on a des pertes de chaleur, on n'a pas vraiment
on ne peut pas récupérer beaucoup de chaleur dans notre maison, notre appartement, mais quand on a un gros bâtiment, un hôpital, un bureau, le cœur du bâtiment n'est pas en contact avec l'extérieur. Ça, c'est un paradigme qu'il faut comprendre, ou qu'il faut changer. Mais quand on regarde la fenêtre, oui, elle perd beaucoup de chaleur, il faut chauffer, mais le corridor puis l'intérieur, lui, il ne voit pas le dehors. Il ne sait pas que c'est l'hiver ou l'été. Donc, lui, tout ce qu'il voit, c'est des gains de chaleur. Il voit de l'éclairage, il voit des personnes, il voit des ordinateurs. C'est tous des gains internes qu'on appelle qu'à l'année, été comme hiver, il y a de la chaleur qu'il faut rejeter et qu'il faut rejeter du bâtiment, sinon le cœur du bâtiment va surchauffer. Donc, cette chaleur-là, c'est de la chaleur qui est gratuite, qu'on doit utiliser. Donc, avant de démarrer une chaudière, bien, il faut récupérer cette chaleur-là. Et ça peut se faire de la manière la plus logique, c'est avec des refroidisseurs récupératifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va climatiser l'intérieur du bâtiment et utiliser cette chaleur-là pour chauffer le périmètre du bâtiment ou l'air neuf du bâtiment. Donc, quand on se rappelle la pyramide, on réduit les besoins, mais après ça, la récupération, c'est un élément très important. Il faut récupérer notre énergie avant d'essayer d'en générer de la nouvelle. On parle de gains internes typiques dans les bureaux, éclairage et tout ça. Si on a un gros centre de données, si on a une industrie à proximité, c'est aussi des sources qui sont incroyables. Souvent, c'est des grandes puissances, c'est stable dans le temps. Donc, c'est un peu des mines d'or quand on parle de récupération d'énergie, mais on n'a pas ça partout. Quand on les a, ce serait absurde de ne pas les considérer et de les utiliser, mais on ne peut pas les avoir tout le temps. Ici, je voulais juste montrer un peu, quand on parle de gros refroidisseurs récupératifs, mettons pour un hôpital, par exemple, ça ressemble à ça. On est loin de la petite thermopompe que je vais vous montrer par après. C'est quand même des grosses machines. Et en gros, on injecte de l'électricité pour le compresseur pour faire fonctionner la machine. On absorbe de la chaleur dans notre circuit de refroidissement. Et tout ça va s'additionner et on va rejeter de la chaleur dans notre réseau de chauffage. Donc, c'est un peu... des fois, c'est bon de mettre une image sur des concepts. Ça ressemble à ça, un refroidisseur récupératif. Donc, ça, c'est un exemple de thermopompe qui permet de récupérer. Une fois qu'on a récupéré au maximum, ça nous prend de la nouvelle énergie. Il reste des besoins de chauffage à combler. La solution la plus simple à implanter ensuite, si on veut être efficace, c'est l'aérothermie, donc les thermopompes à l'air qu'on a dans les maisons. Ici, on a des exemples justement d'aérothermie plus résidentielle. Et quand on tombe dans le commercial ou les plus grosses machines, on est plus dans des machines comme ça qui sont plus costaudes. Dans ce cas-là, notre source d'énergie provient de l'air ambiant. On échange de l'énergie avec l'air. Les machines, souvent, peuvent chauffer et climatiser. Donc, ça, c'est une économie. La même machine fait les deux. Ça a été un changement dans le résidentiel. Avant, les gens avaient un système d'air climatisé, mais qui ne faisait pas le switch pour pouvoir chauffer. Et ultimement, le switch il coûte très peu cher. C'est des petites composantes mécaniques qui permettent de passer de chauffage à climatisation. Donc, la même machine qui sert à climatiser peut chauffer et combler une grosse part des besoins de chauffage. Donc, c'est très intéressant et on serait niaiseux de s'en priver. Et justement, de plus en plus, ça se fait. Donc, c'est très, très intéressant de voir ça. C'est simple à installer et ça permet de combler au niveau des besoins de chauffage annuels environ 60 à 80 % des besoins annuels. Ça dépend de la machine, ça dépend du bâtiment. Mais en ordre de grandeur, ça comble. Donc, on peut décarboner une grosse partie des besoins, mais ce n'est pas 100 %. Donc, ça prend des équipements qui vont venir combler les pointes. Juste avant, dans les positifs, il y a beaucoup de subventions en ce moment, autant résidentiel que dans l'institutionnel commercial. C'est largement subventionné. Donc, on en voit beaucoup, puis on va en voir apparaître de plus en plus des thermopompes d'aérothermie et de géothermie parce qu'il y a beaucoup d'argent sur la table pour encourager ça. On tombe dans les points négatifs. C'est pas uniquement rose, l'aérothermie. Cette machine-là, elle veut extraire de la chaleur de l'air ambiant. Plus l'air ambiant est froid, plus la machine a de la misère à pomper, à extraire de la chaleur. Donc, ça va baisser son efficacité, son COP, et ça va baisser sa capacité. Malheureusement, plus il fait froid, c'est le moment où on en a le plus besoin. Donc, c'est bien Moses. Et ce qui arrive, malheureusement, c'est oui, c'est moins efficace, mais par grand froid, la machine arrête juste de fonctionner. Il y a certains manufacturiers qui vont dire qu'elle peut rouler à moins 30 Celsius, mais elle ne vous donnera pas grand-chose à moins 30 Celsius et ça va l'user prématurément si elle fonctionne. Donc, de se dire que l'aérothermie va combler tous les besoins, actuellement, c'est un mensonge. Ça va peut-être devenir faisable dans les prochaines années. Je le souhaite ardemment. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, la machine, quand il fait des grands froids pendant les pointes hivernales, doit s'arrêter. Et là, malheureusement, 100 % de la charge de chauffage doit être prise par un autre équipement. Donc, si, admettons, on a une thermopompe très efficace, et là, elle s'arrête, et là, l'heure d'après, on démarre une chaudière électrique pour combler la pointe du bâtiment à moins 25, bien là, Hydro-Québec, c'est la pire chose, parce qu'elle voit momentanément une énorme pointe,
qui dure quelques heures. Donc, elle doit travailler très, très fort, payer très, très cher pour alimenter ces kilowatts-là pour très peu d'heures dans l'année. Donc, pour elle, ce n'est pas un bon investissement et c'est vraiment une nuisance pour elle. Donc, Hydro-Québec encourage les thermopompes parce que toute l'année, on est plus efficace. Donc, les barrages se vident moins vite. On est plus efficace qu'une simple plainte électrique. Mais ça ne règle pas les problèmes de pointe électrique. Donc, les pointes biénergie, accumulateur thermique, géothermie, mais juste l'aérothermie, ça ne vient pas régler les pointes électriques. Ensuite, dans les points négatifs, il y a un peu la durabilité. Ces machines-là sont toujours à l'extérieur, dans les intempéries, elles travaillent fort. Donc, des fois, la durabilité, ça peut être un enjeu. On parle de durée de vie de peut-être 15 ans. Ça dépend de la machine, 15 ans, 20 ans. Une machine qui est à l'intérieur va durer plus longtemps. Donc, ça, c'est à garder en tête. Et aussi, les réfrigérants, comme je disais tantôt, c'est très dommageable. Donc, il faut faire attention aux fuites. Il faut que ce soit très bien installé. Et s'il y a en fin de vie, quand on enlève la machine, il ne faut pas juste vider le réfrigérant dans l'air ambiant. Les entrepreneurs ne font pas ça, mais ce serait une absurdité. Il faut faire attention à ça. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de R&D dans les thermopompes. Comme je disais tantôt, l'argent mène le monde. Il y a beaucoup d'argent à faire à vendre des thermopompes. Donc, tous les gros manufacturiers à travers le monde veulent vendre les thermopompes les plus efficaces qui fonctionnent par temps le plus froid. Donc, ça travaille très, très fort en ce moment pour avoir les meilleures thermopompes. Donc, si on veut décarboner, c'est une bonne chose parce qu'il va y avoir des innovations qui vont venir nous servir. Donc, il faut profiter de ce courant-là qui va venir nous aider. Ensuite, l'aérothermie, très commun. Géothermie, je ne sais pas qui est familier avec la géothermie. On entend beaucoup parler comme une solution des fois miracle où ça coûte très, très cher, on n'a pas de place pour faire des puits. Il y a des pour, il y a des contre. C'est une solution qui est très performante. C'est pas mal la solution la plus performante, mais en contrepartie qui coûte le plus cher à implanter. Je vais faire un petit tour des enjeux et des bienfaits de la géothermie. Donc, tout d'abord, géothermie, on échange de l'énergie avec le sol au lieu de l'échanger avec l'air ambiant, avec l'aérothermie. Donc, on a des échangeurs de chaleur dans le sol qui vont nous permettre de puiser de l'énergie. Le sol est toujours à environ 10 degrés Celsius, 50 Fahrenheit à l'année, été comme hiver. Donc, la thermopompe d'aérothermie, elle, quand il fait très froid, on a de la misère d'extraire de l'énergie. On a de la difficulté à extraire de l'énergie. Avec le sol, température constante, notre machine va être constante environ à l'année pour aller extraire de la chaleur. Même chose quand on fonctionne en climatisation, parce que la machine fait aussi la climatisation. Quand on veut rejeter notre chaleur, au lieu de la rejeter dans une canicule à 30 Celsius, on la rejette dans un sol à 10 Celsius. Donc notre thermopompe va être beaucoup plus efficace pour faire la climatisation. Donc, on parlait de COP tantôt. C'est la solution qui a le meilleur COP parce qu'on échange de l'énergie avec un milieu qui est à une température très favorable. Et un autre avantage de la thermopompe géothermique, elle fonctionne durant les pointes hivernales. Elle ne sait pas que c'est l'hiver, elle ne sait pas que c'est l'été, elle voit juste de la roche à 100-200 mètres de profond à l'échange de l'énergie. Donc, elle, qui fasse moins 10 ou moins 20, moins 30, elle ne va pas s'arrêter. Donc, ça, c'est un élément essentiel pour Hydro-Québec. Elle va pouvoir continuer à fonctionner, à fournir son COP, même lors des grands froids. Donc, quand on parle de gestion de la pointe, c'est un allié qui est vraiment important et qu'il faut garder en tête. La géothermie, il y a plusieurs technologies. Je vais vous en présenter plusieurs tantôt. La plus commune, c'est vraiment les boucles fermées. Ça ressemble ici de manière schématique. On a des tuyaux dans le sol. On a un trou d'environ 6 pouces de diamètre, 150 mètres de profond, 500 pieds. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait le plus. On fait beaucoup d'écoles, des hôpitaux qui ont de la géothermie. Il y a beaucoup d'institutionnels qui l'utilisent parce que c'est vraiment une vision à long terme. Oui, ça coûte cher au début, mais on a des économies à très long terme. Après ça, les puits vont être en place pendant 100 ans. C'est un tuyau de plastique qui est dans le sol, il ne va pas bouger, il ne va pas rouiller. Donc, c'est vraiment une vision à long terme. C'est aussi une raison pourquoi souvent on les voit plus en Europe, où le bâtiment est vraiment géré avec une vision long terme, contrairement à ici. Au niveau technique, quand on a de la géothermie, la chaleur vient de où? La chaleur vient de deux modes de transfert de chaleur. Premièrement, la conduction. Donc, si, mettons, on extrait de la chaleur du sol, il va y avoir par conduction de la nouvelle énergie, de la nouvelle chaleur qui va venir réchauffer nos puits et on va pouvoir extraire cette chaleur-là. Et c'est aussi du stockage thermique saisonnier. Donc, vu que le système chauffe et climatise, durant l'été, on va rejeter beaucoup de chaleur. On chauffe le sol, on chauffe la roche. Et quand on affronte la saison de chauffage, là, on veut extraire de la chaleur. Donc, le sol, je disais tantôt qu'il est toujours à 10, mais pendant la saison de climatisation, le sol environnant, il s'est quand même réchauffé. Il est un peu plus chaud que 10. Et on va pouvoir récupérer cette chaleur-là. Donc, on va venir extraire de la chaleur, oui, de la conduction naturelle, mais aussi on va venir reprendre la chaleur qu'on a rejetée durant l'été. Donc, on parlait de stockage thermique tantôt. La géothermie agit comme un stockage saisonnier qui permet vraiment d'avoir un système efficace.
Justement, les systèmes de géothermie les plus efficaces et les plus rentables, c'est ceux qui alimentent des bâtiments où il y a de la climatisation, où on a à peu près autant de chauffage que de climatisation dans l'année. Mais là, notre sol agit vraiment comme un gros réservoir de chaleur et c'est là qu'on a vraiment le système le plus rentable, où chaque puits de géothermie va nous en donner le plus. Un point intéressant avec la climatisation, avec la géothermie, les gros systèmes de climatisation, c'est des refroidisseurs avec des tours d'eau souvent. On va rejeter la chaleur en gaspillant de l'eau potable. Il y a beaucoup de produits chimiques associés aux tours d'eau. Donc, si on peut se débarrasser des tours d'eau ou réduire leur utilisation en rejetant notre chaleur dans le sol à la place, ça peut être un gros avantage quand on a une approche justement une approche globale de développement durable. Disons que le rejeter la chaleur dans le sol peut être une manière un peu plus respectueuse de l'environnement. Surtout qu'on peut réutiliser cette chaleur-là à la prochaine saison de chauffage. Les points négatifs, il n'y a pas juste des positifs. L'investissement important dans les technologies qu'on présente aujourd'hui, c'est pas mal la plus coûteuse et ça requiert relativement beaucoup de terrain. Si c'est une maison, on préfère un puits, c'est pas pire. Si c'est des bureaux, il n'y a pas nécessairement toujours un terrain, un champ de gazon où on peut aller faire des puits de géothermie. Donc, ça peut être un enjeu, l'espace disponible, surtout en terrain, en milieu urbain. Mais il y a toujours des solutions. Je vais vous présenter quelques solutions justement quand on manque d'espace. Un des avantages, ou pour régler ce désavantage-là, une fois qu'on a fait notre champ de géothermie, bien après ça, on peut très bien faire un parc, on peut très bien faire un stationnement, et on peut même faire un bâtiment par-dessus. Je ne sais pas si vous le saviez, la MDD ici, Maison du développement durable, utilise un système géothermique et le système de géothermie est sous le bâtiment. Donc, quand le bâtiment a été construit, il y a eu les excavations, il y a eu les forages géothermiques et après ça, le bâtiment, la structure a été bâtie par-dessus. Donc, quand on est dans le neuf, il y a moyen de mettre les puits en milieu urbain. Et il y a quelques projets. C'est moins commun, mais c'est une solution quand il n'y a pas de terrain disponible. Maintenant, géothermie, là, vous avez compris comment ça marche, c'est quoi les pour et les contre. Souvent, on en parle beaucoup, mais on se demande, c'est rare qu'on peut voir à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Ça tombe bien, on fait beaucoup de projets de géothermie et on surveille des chantiers à l'occasion. Donc, je vous ai apporté quelques photos juste pour mettre un peu de concret sur c'est quoi de la géothermie. Donc, ici, la première étape, c'est le forage. Donc, on a quand même une machinerie assez costaude. Quand on parle de foreuse, c'est une perceuse qui va insérer des tiges de 20 pieds de métal, qui va creuser et qui va être capable de faire comme une longue paille, un long tube, un long trou dans le sol. Typiquement, on parle de forage d'environ 150 mètres de profondeur, 15 cm de diamètre, juste pour donner un ordre de grandeur. Il y a moyen d'aller encore plus profond pour des gros projets. Mais ça ressemble à ça. C'est pas propre. Ça fait de la boîte, c'est sale sur le coup. À la fin, c'est tout refermé et c'est joli. Mais sur le coup, c'est quand même salaud. Juste pour me donner au fond de cette machine-là, c'est quoi la mèche? C'est quoi la tête de forage qui va venir gruger dans le sol? On a des têtes comme ça avec des alliages très, très durs qui vont venir gruger dans le sol et qui vont être capables d'aller casser puis gruger la roche aux grandes profondeurs. Donc, ça ressemble à ça, la foreuse. Une fois qu'on a foré, on a un trou, vraiment, c'est un cylindre dans le sol, dans le roc. On vient insérer notre boucle. Donc, ici, la boucle est livrée, une boucle de plastique, de polyéthylène haute densité, donc un plastique assez résistant qui va durer très longtemps. Et là, on va venir insérer cette boucle-là dans le forage. Dans cette boucle-là, une fois que ça va être installé, c'est là-dedans qu'on va faire circuler notre fluide caloporteur, notre antigel qui va venir échanger de la chaleur avec le sol. C'est comme ça c'est à ça que ça ressemble. Juste avant aussi, une fois qu'on a inséré la boucle, on va venir pomper un coulis pour remplir le trou entre le tuyau et le forage. On va venir mettre une espèce de coulis, mélange de sable et de bentonite qu'on appelle, qui va venir un peu sceller tout ça. Et une fois qu'on a tous nos puits, ici j'ai un exemple avec quelques puits, on a les puits qui dépassent, qui ont été faits. Après ça, on va tout raccorder ces puits-là avec des tuyaux horizontaux, les mêmes tuyaux de plastique. On va les raccorder avec des agencements comme ça et on va les acheminer jusqu'au bâtiment pour rentrer dans la salle mécanique. Donc, tous ces tuyaux-là vont, après ça, aller alimenter la thermopompe dont je vous parlais tantôt. Donc, c'était pour mettre un peu de concret sur c'est quoi de la géothermie, à quoi ça ressemble. Puis, une fois que tout ce gros chantier-là est fini, bien, on remblait ça et on peut en faire un parc. Les écoles, souvent, ça va être des cours d'école qui sont au-dessus. Ça peut se faire, on peut mettre un stationnement dessus et on peut même mettre un bâtiment au-dessus. Donc, le terrain n'est pas condamné à tout jamais. Les boucles fermées verticales, c'est ce qui se fait le plus souvent, mais il y a d'autres géothermies qui peuvent être faites. Les verticales, on peut les mettre à l'horizontale. Ça, c'est un type de système qui est plus artisanal, on pourrait dire,
qui se fait des fois plus en milieu ruraux parce que ça prend beaucoup, beaucoup de terrain. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir faire des tranchées dans le sol, dans la terre, et on va venir enfouir nos tuyaux et on va échanger de la chaleur. C'est moins performant que le vertical, mais ça peut se faire avec de la machinerie plus accessible, des excavatrices et tout ça. On n'en voit pas beaucoup, mais ça existe. Ensuite, à droite, on a les boucles ouvertes. Donc là, on va venir forer, comme avec le forage, les boucles fermées, mais au lieu d'insérer un tuyau, on va venir mettre une pompe submersible. Si quelqu'un a un chalet ou une maison avec un puits artésien, avec une pompe, c'est un peu le même principe. On fait un forage, on met une pompe et on va pomper l'eau souterraine. On va venir l'acheminer dans notre bâtiment, dans notre thermopompe. Et après ça, on va venir la réinjecter dans un autre puits de rejet. On va la remettre dans le sol parce qu'on ne peut pas l'envoyer à l'égout directement. On veut remettre cette eau-là dans la même nappe phréatique. Donc, ces systèmes-là, quand on frappe de l'eau souterraine, c'est les systèmes les moins coûteux et les plus efficaces. Parce que l'eau souterraine amène toujours de la nouvelle énergie. Donc, c'est vraiment, ça, c'est la mine d'or en géothermie, mais en contrepartie, ce n'est pas disponible tout le temps. Il faut qu'il y ait de l'eau. Ce n'est pas toujours le cas. Quelque chose qu'on entend de plus en plus parler dans les dernières années et qui est beaucoup poussé par Polytechnique Montréal, qui font beaucoup de recherches là-dessus, c'est les puits à colonne permanente, qui sont un peu un hybride entre la boucle fermée et la boucle ouverte. Dans un même forage de boucle ouverte, on pourrait dire, on va venir mettre une pompe, mais au lieu de renvoyer l'eau dans un autre puits en tout temps, on va venir renvoyer l'eau dans le même puits et on va faire un peu une espèce on va recirculer l'eau dans le même puits qui va être très profond. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut utiliser l'eau souterraine quand il y a moins de débit d'eau souterraine. Donc, c'est une solution qui est applicable à beaucoup plus d'endroits parce que les boucles ouvertes, ça nécessite des très, très gros débits qu'on ne frappe pas très souvent, alors qu'il y a presque toujours un minimum de débit quand on fore à 200, 300 mètres. Donc, on frappe presque toujours de l'eau. Donc, les puits à colonne permanente permettent d'augmenter beaucoup l'efficacité de chaque forage. Et l'avantage des puits à colonne permanente aussi, c'est que chaque forage donne beaucoup plus de capacité que des boucles fermées. La règle du pouce, c'est que le puits à colonne permanente va remplacer 5 ou 10 puits en boucle fermée. Donc, ça prend beaucoup moins d'espace. Donc, si mettons on a un bureau au centre-ville qui aurait besoin de 10 puits, mais n'a pas d'espace pour 10 puits, pourrait se forer un de ces puits-là sur le trottoir. Ça, c'est déjà fait, pas au Québec, mais à New York, à plusieurs places, aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, c'est plus commun. En plein centre-ville, c'est un forage à côté de ton bâtiment et ça te permet de combler tout ton bâtiment. Donc, ça commence de plus en plus au Québec. Il y a beaucoup de recherche et développement. On essaie de pousser ça et vous allez en entendre parler de plus en plus. Mais c'est une belle solution pour rendre la géothermie plus efficace et un peu moins coûteuse aussi. Et la dernière manière d'échanger l'énergie, c'est moins de la géothermie, mais des fois, ça rentre dans la même grande famille, c'est les eaux de surface, donc des étangs, des lacs. Ici, c'est un bassin d'eau usée. C'est un projet auquel j'ai participé il y a 2 ans environ. C'est un bassin d'eau usée et on est allé mettre des boucles, le même genre de boucles qu'on met dans le puits. On les a immergées dans un bassin d'eau usée. Donc, à chaque jour, il y a de la nouvelle eau usée qui arrive et on s'en sert pour combler 100% du chauffage et de la climatisation du bâtiment. Donc, c'est une solution parmi tant d'autres. Quand on parle d'avoir un peu plus une vision, des fois, il faut réfléchir. On est à côté d'un bassin, on pourrait l'utiliser. Donc, des fois, il faut creuser un peu plus. Là. Donc, ça fait pas mal le tour de la géothermie. Il est rendu quelle heure, juste pour... il reste 5 diapos. On va aller vite pour finir ça. Les valorisations des rejets thermiques. Des fois, la chaleur est difficile à trouver ou des fois, on est à côté, justement, d'une belle source de chaleur. Il ne faudrait pas cracher dessus. Donc, ça peut être des centres de données, des industries, des égouts, des usines d'épuration. C'est tous des endroits où il y en a de la chaleur, des fois à haute température, des fois à basse température, mais il y a vraiment un potentiel théorique très intéressant. Le problème de la valorisation des rejets, c'est qu'il y a un enjeu géographique. Il n'y a pas toujours une adéquation entre la source et le consommateur, malheureusement. Les gens ont rarement envie d'avoir une usine dans leur cour. Il y a vraiment de développement résidentiel à côté de l'usine d'épuration de Montréal pour différentes raisons. Donc, des fois, ça peut être difficile d'aller chercher cette chaleur-là. Donc, théoriquement, oui. Après ça, c'est comment, techniquement et de manière financière, on peut utiliser cette chaleur-là. Il y a l'IREC qui a publié récemment une stratégie thermique qui cherche à valoriser justement de plus en plus ces rejets thermiques-là. Donc, il faut qu'il y ait de la recherche, il faut en parler, il faut identifier les gisements thermiques. Et après ça, il faut avoir une vision à long terme pour justement dire « j'ai un nouveau quartier, j'ai un centre de données, on devrait les mettre côte à côte. » Ou un schéma un peu simpliste, mais si on a un centre de données,
pourquoi on ne pourrait pas mettre une obligation de, oui, on va vous donner des kilowatts, des mégawatts pour votre centre de données, mais on vous oblige à valoriser votre chaleur pour implanter une serre ou alimenter un quartier. Il pourrait avoir une volonté politique qui encouragerait un peu plus la valorisation des rejets thermiques quand ça se fait de manière intelligente, comme on dit. On ne va pas mettre une garderie à côté d'une aciérie peut-être, mais quand il y a, mettons, des centres de données, c'est un peu la source la plus propre de dégagement de chaleur, donc il faut en profiter. Et il y a plusieurs exemples dans les dernières années, les serres Sagami à Saguenay, Q-Scale qui veut chauffer des serres, notre exemple que je présentais tantôt d'équipe Laurence avec les eaux usées. Il y a un gros hôpital à Toronto qui utilise les égouts et qui compte presque tout son chauffage et on parle d'énormes réductions de GES avec la récupération de chaleur dans les égouts. Donc, il y a des solutions. Il faut juste se creuser un peu plus la tête. Ça nous amène à parler un peu des boucles énergétiques. C'est un peu un autre des sujets chauds ces temps-ci. C'est rien de nouveau, les boucles énergétiques. Il y a des réseaux de vapeur qui chauffent les bâtiments des grandes villes en Amérique et en Europe depuis très, très longtemps. Des boucles énergétiques, il y en a beaucoup aussi en Europe, des plus efficaces, des moins efficaces. Au Québec, il y a le développement Angus qui a une boucle énergétique. ECCU, c'est une grande, des fois on n'y pense pas, mais au centre-ville, il y a une grande boucle énergétique qui alimente de la vapeur, de l'eau chaude et de l'eau froide à plusieurs gros immeubles au centre-ville. Donc, on en a quelques-unes des boucles énergétiques, mais il devrait en avoir de plus en plus parce qu'il y a énormément d'avantages. Ici, c'est un exemple de boucle avec justement une centrale thermique qui va venir alimenter de l'eau chaude ou de l'eau froide à plusieurs bâtiments. Un des avantages des boucles énergétiques, quand on met plusieurs bâtiments en commun, il y a la récupération d'énergie. Si on a des bâtiments qui dégagent de la chaleur pendant que d'autres bâtiments ont besoin de chaleur, dans la boucle, on peut avoir des refroidisseurs récupératifs qui vont permettre de transférer cette chaleur-là. Donc ça peut être vraiment clé. On peut centraliser les technologies renouvelables. Pour une maison, pour un petit bâtiment, de se lancer dans un système de géothermie à colonne permanente, c'est peut-être ambitieux, ça fait peur, mais si on se dit, on investit et on fait une installation efficace, centralisée, optimisée pour alimenter un quartier, là, on peut mettre le paquet et implanter nos énergies renouvelables à cet endroit-là. Pour gérer les pointes, on peut aussi instaurer du stockage thermique dans la centrale thermique. Le fait d'avoir plusieurs bâtiments en même temps, ça fait que les pointes n'arrivent pas toutes au même moment, donc ça vient gérer les pointes. Il peut y avoir des génératrices à un seul endroit. Donc, mettons, on ne voudrait pas investir dans plein de génératrices, dans plein de bâtiments, mais on pourrait les centraliser et avoir une économie d'échelle de ce côté-là. Les désavantages, pourquoi il n'y en a pas plus que ça? Le coût initial, des fois, peut être plus élevé. On fait beaucoup d'études pour différents quartiers potentiels. Le coût d'implantation, des fois, peut être plus élevé, des fois non. Quand c'est fait en amont, il y a moyen de limiter. Si c'est bien conçu et réfléchi dès le début, le coût d'implantation peut être vraiment limité. Si on se dit qu'on arrache toutes les rues pour implanter un réseau, là, c'est sûr que c'est le bordel et ça va coûter une fortune. Donc, d'où la pertinence de réfléchir à ça dès le début. Donc, on parlait de vision à long terme. Si on veut décarboner des quartiers avec des boucles énergétiques, il faut y penser soit quand on crée un nouveau quartier ou quand on ferait des travaux majeurs dans la rue. Mettons, on arrache toutes les rues pour changer les tuyauteries, l'aqueduc, les égouts, tout ça. Bien, est-ce qu'on peut implanter quelques tuyaux qui vont alimenter les bâtiments? Ce serait une vision long terme qui devrait être considérée. Un exemple de le success story des dernières années dans les boucles énergétiques, il y a le quartier Zibi dans la région de Gatineau, Ottawa. Je vais passer très vite là-dessus, mais on parle ici encore de vision à long terme. Ils ont implanté un quartier à côté d'une usine qui dégageait de la chaleur. Ils utilisent la chaleur de l'usine pour chauffer le développement et ils utilisent la rivière des Outaouais pour rejeter leur chaleur. Au lieu d'avoir des tours d'eau ou des puits de géothermie, ils vont pousser leur chaleur dans la rivière en période estivale. Donc, c'est une solution qui fonctionne très, très bien et qui se développe beaucoup. Donc, c'est vraiment... Tous les acteurs se sont mis ensemble, ils ont développé une solution et tout le monde travaille fort pour que ça fonctionne et ça fonctionne. Ici, on a fait le tour des technologies. Un petit tableau qui résume le coût et la rentabilité des solutions dans le domaine résidentiel. Dans le domaine commercial, institutionnel, c'est plus difficile d'avoir des règles du pouce comme ça parce que ça dépend d'un paquet de facteurs. Et même dans le résidentiel, ça dépend aussi de beaucoup de nombreux facteurs. Donc, c'est vraiment à titre indicatif pour stimuler la réflexion. Je vais passer très rapidement. En premier, l'électrique résistif, les plaintes électriques, c'est un peu la pire option. Si on regarde ici, je n'ai pas mis de retour sur l'investissement parce qu'on n'a pas d'économie, mais on n'est pas efficace et on n'aide pas durant la pointe électrique. Donc, ce n'est pas la solution. Ensuite, si on s'ajoute une aérothermie en parallèle, là, on va avoir des économies. C'est largement subventionné. Il va y avoir un retour sur l'investissement parce qu'avec notre COP, on consomme moins d'électricité. Donc, on a une économie. C'est efficace pour une bonne partie de l'année,
Mais durant les pointes électriques, si notre auxiliaire est 100% électrique, on ne règle pas les pointes électriques. Donc, ça a des avantages, mais on ne règle pas tous les enjeux. Ensuite, il y a la biénergie. Ici, je suis allé à la biénergie la plus pertinente à mes yeux. Donc, on décarbone avec de l'aérothermie quand on peut, pas une simple chaudière électrique. Et le combustible, à la fin, on va l'acheter en GNR. Encore une fois, il y a des incitatifs financiers pour la thermopompe, pour installer ça parce qu'on vient réduire une bonne portion du gaz. Il y a une certaine rentabilité, mais qui est dure à prévoir, surtout avec le coût de GNR qui varie d'année en année. Donc là, ici, on a l'efficacité, vu qu'on a la thermopompe, et on aide durant les pointes, vu qu'on a un combustible. Donc, au niveau d'Hydro-Québec, on vient aider la pointe. Ensuite, l'accumulateur thermique sans aérothermie, le premier que je vous ai montré tantôt, assez cher à implanter, mais largement subventionné. On parle d'une aide d'environ 15 000 qui est offerte par Hydro-Québec pour l'implanter. Donc, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est efficace au niveau COP? Non. Mais est-ce que ça aide pour les pointes électriques? Oui. Donc, il y a des avantages. Comme je disais tantôt, l'autre, la petite amélioration, c'est d'ajouter une aérothermie. Donc, le système ne coûte pas énormément plus cher. On a déjà un entrepreneur chez nous, on fait juste ajouter une aérothermie. L'aide financière augmente beaucoup. Et là, on a environ un coût direct pour le client d'environ uniquement 3 000 donc, là, actuellement, tantôt, je parlais qu'Hydro poussait ça, là, la grosse offensive. Il pousse énormément. En plus, l'aide financière, il la donne directement à l'entrepreneur. Donc, le résident doit uniquement payer le 3 000 Donc, dans ce cas-là, on a un système qui plaît à Hydro-Québec, qui ne coûte pas cher à implanter, qui a une rentabilité. Donc, ça, on va en voir apparaître beaucoup, je crois, dans le domaine résidentiel dans les prochaines années, parce que justement, ça vient gérer les problèmes d'efficacité et ça gère la pointe électrique. Et en plus, ça vient avec un coût très faible à l'achat. Et ça nous mène en dernier à la géothermie, qui est le plus cher à implanter, qui a des bonnes subventions, mais ça reste cher. Donc, dans le résidentiel, on a un système intéressant qui est le plus efficace parmi tout ça à cause du bon COP, qui aide dans les pointes électriques, mais qui est le plus long à rentabiliser parce que le système coûte cher à implanter dans le résidentiel. On le voit beaucoup plus dans l'institutionnel. Là, la géothermie, on a une économie d'échelle, on a une vision long terme et on a plus de projets géothermiques. Mais dans le résidentiel, je crois qu'il va en avoir de plus en plus, justement avec les subventions. Mais je crois qu'il va apparaître plus d'accumulateurs dans les prochaines années parce que c'est plus simple et moins coûteux à implanter pour le client. À voir, est-ce que les subventions vont évoluer? Est-ce que les entrepreneurs vont trouver des manières de faire ça moins cher? À voir, mais pour l'instant, ça reste un plus gros surcoût. Diapo un peu chargé, alors, je vais la passer très vite. C'est deux concepts qu'on oublie souvent en mécanique du bâtiment, en efficacité énergétique. La mise en service, une fois que le bâtiment est fini, l'entrepreneur démarre la pompe et la chaudière s'en va. Souvent, le bâtiment ne fonctionne pas comme il devrait. Oui, ça fonctionne, mais on n'a pas la performance qu'il faudrait avoir. Donc, la clé de la mise en service, on en voit de plus en plus, c'est de donner un petit mandat de plus à un inspecteur, quelqu'un qui va venir valider que toutes les composantes fonctionnent comme ça devrait pour être sûr que le bâtiment fonctionne à la hauteur de ce que le client a payé pour. Donc, il y a eu des études là-dessus, puis ça démontre qu'il y a à peu près une économie de 10 de la facture énergétique quand il y a eu une mise en service versus si on fait juste démarrer le bâtiment puis on s'en va. Donc, des fois, dès le jour 1, le bâtiment, malheureusement, il n'est pas aussi efficace qu'il pourrait. Et dans le même ordre d'idée, il y a des remises au point, recommissioning qu'on appelle. Donc ça, c'est un peu le même processus, mais après 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a un bâtiment qui a évolué. Les usages à l'intérieur du bâtiment ont changé. Les opérateurs ont mis des choses en manuel pour régler des problèmes ponctuels. Et on se rend compte que finalement, notre bâtiment gaspille beaucoup d'énergie, ne fonctionne plus comme il devrait ou comme il fonctionnait au début. Donc ce processus-là de recommissioning est très, très simple, coûte pas grand-chose. On a des rentabilités très, très élevées parce que souvent, on va juste venir ajuster des contrôles et on a des économies moyennes de 5 à 15 % dans les bâtiments. Donc, tous les bâtiments qui ont plusieurs années d'opération devraient faire un recommissioning parce que le but, c'est vraiment d'éliminer le gaspillage d'énergie. Et on arrive au mot de la fin. Donc, on a fait un bon tour d'horizon de l'efficacité énergétique des bâtiments, comment réduire les besoins. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose ou que ça vous a rafraîchi la mémoire. Je trouvais ça pertinent d'avoir cette discussion-là aujourd'hui puis de donner un peu plus d'informations puis de connaissances sur ce domaine-là parce que c'est vraiment devenu un enjeu de société, un débat de société, l'énergie, autant au niveau du réseau d'Hydro-Québec que de l'énergie dans les bâtiments avec la biénergie, le GNR, les accumulateurs. On entend parler d'un paquet d'affaires, mais je pense que c'est important de comprendre ces concepts-là pour avoir une opinion là-dessus. Un élément essentiel, qui est ma vision, c'est qu'il n'y a pas une solution unique pour tous les bâtiments.
le type du bâtiment, la localisation, la tolérance aux pannes. Chaque bâtiment a une solution qui lui est propre. Il ne faut pas être dogmatique là-dedans. Il y a des gens qui sont 0, 0, 0 gaz, il y en a qui sont 100% électriques, il y en a qui disent on ne peut pas. Il ne faut pas être dogmatique là-dedans. Il faut vraiment évaluer, étudier le bâtiment puis essayer de déterminer la meilleure option pour chaque bâtiment parce que ce n'est pas simple comme enjeu. La manière de faire, c'est de suivre un peu l'électrification intelligente. La pyramide, un peu, je l'ai simplifiée ici, avec un peu les 3 R. Donc, de réduire les besoins, de récupérer de l'énergie et après ça, d'utiliser des renouvelables. Donc, c'est vraiment de cette manière-là qu'on peut attaquer le problème à la source et pas juste mettre des chaudières et acheter des crédits carbone, par exemple. Il faut vraiment attaquer le problème à la source. Un petit point, quand on a des équipements en fin de vie, quand on fait un nouveau quartier, c'est le temps de réfléchir puis d'investir dans des équipements efficaces, d'avoir une réflexion puis une vision à long terme. Fait qu'il ne faut pas rater ces occasions-là parce que le bâtiment, il y a beaucoup d'inertie. C'est rare qu'on réouvre les bâtiments. Donc, dès qu'on fait des travaux, il faut réfléchir pour l'améliorer. Et aussi, il y a de généreuses subventions qui sont disponibles. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'argent sur la table pour des thermopompes et pour des améliorations de bâtiments et tout ça. Donc, autant dans le résidentiel que dans les bâtiments plus gros, les clients, les concepteurs doivent réfléchir aux subventions puis les maximiser pour avoir le plus d'impact. Donc, 3 petites phrases juste pour partir. C'est important de comprendre les enjeux techniques puis être réaliste. C'est un peu le but aujourd'hui de comprendre les bases, de comprendre c'est quoi les machines, les limitations, les avantages. Donc, il faut être réaliste, mais en parallèle, il faut aussi être ambitieux puis revoir les façons de faire. Il faut arrêter le statu quo dans le domaine du bâtiment. C'est un domaine qui est très conservateur. Donc, il y a beaucoup de solutions qui existent. Il faut y réfléchir, il faut être innovant. Et il y a aussi, si on ne fait rien, il y a un gros coût financier et sociétal à long terme à ne rien faire. Donc, il faut avoir cette vision-là long terme avec le carbone intrinsèque, avec le coût sociétal du carbone. Donc, c'est important d'investir aujourd'hui pour améliorer les bâtiments qui vont fonctionner ensuite pendant les 50 et 100 prochaines années. Donc, c'est important d'y réfléchir dès aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour cette belle présentation super riche. Sûrement, vous avez des questions. Il y avait tellement d'informations. Juste lever la main, puis je vais circuler avec le micro. Oui, merci pour la présentation. C'est toujours extrêmement condensé et rapide, les présentations ici. Puis j'essaie de noter, mais j'y arrive pas tout le temps. Là, puis il y a bien des choses que je laisse en blanc. Mais moi, je suis violemment contre la biénergie. Parce que je trouve que c'est malhonnête la façon que c'est présenté, parce qu'ils disent qu'on va prendre du gaz naturel renouvelable, mais actuellement, c'est seulement 1%. OK? Donc, c'est dire c'est du gaz naturel. Oh, c'est juste. Oui. Donc, je veux dire, l'approche est vraiment pas honnête, là. T'sais, donc, moi, je voudrais qu'on aille vers d'autres systèmes, à moins qu'on nous prouve que Énergir là, puisse nous prouver qu'ils vont réellement réussir à faire du gaz naturel renouvelable et que ce ne soit pas quelque chose qui cause d'autres dommages. OK? Donc, moi, je suis très, très sceptique là-dessus. Donc, moi, ce que je veux, c'est des solutions autres que la biénergie. Là, je n'ai pas eu le temps de tout noter. Bon, je sais que la géothermie, c'est très efficace, mais très cher aussi. Bon, là, vous allez parler d'accumulateurs thermiques plus l'aérothermie, qui pourrait être une solution efficace qui pourrait à la fois combler la pointe et combler les besoins ordinaires. Donc, ça, ce serait des choses qui seraient possibles. Là. Donc, on n'aurait pas besoin. En ce moment, c'est installé ces temps-ci et depuis quelques mois. Là, donc, les accumulateurs avec aérothermie, c'est pas une lubie, c'est installé actuellement. Et ça vient attaquer un peu les deux enjeux. Donc, pendant une grande partie de l'année, on vient avoir un COP, une efficacité avec l'aérothermie. Et quand l'aérothermie tombe parce qu'il fait trop froid, et là, on n'est pas 100% électrique, résistif, bête. On le fait avec le stockage thermique. Donc, on vient un peu attaquer les deux enjeux. Et c'est pour ça que c'est très largement subventionné. Donc, je pense que ça va apparaître beaucoup, ce genre de solution-là. C'est ça, parce que là... Oui, ben c'est ça. C'est juste dire la biénergie, c'est ça. Il y a moyen de la remplacer, puis on pourrait le faire, là, parce que
En 2050, il va falloir être carboneutre. Puis si on a installé des choses au gaz, ça ne marchera plus là, à ce moment-là. Disons que là-dessus, je ne dirais pas que c'est malhonnête parce que les chiffres sont quand même présentés que le taux de GNR va augmenter au fil du temps, mais en ce moment, je suis d'accord qu'avec 1 en ce moment, on brûle du gaz naturel fossile, ça c'est assuré en ce moment. C'est plus une manière de compenser tes émissions en favorisant des projets. C'est un peu investir dans le long terme. Mais ça reste un peu dans l'approche des crédits carbone. Donc, c'est vraiment mieux que rien, selon moi. Mais à la base, c'est vraiment de réduire les besoins au maximum. Et si on tombe dans la biénergie, c'est surtout si on a un système qui utilise déjà du gaz. Mettons, on a un client qui est 100% gaz naturel. Mais là, si lui n'a pas la motivation, n'a pas les fonds ou n'a pas l'intérêt d'aller se faire de la géothermie ou d'investir dans d'autres solutions, de venir décarboner au moins partiellement. Si on parle, le but de la biénergie, c'est à peu près 70%. Donc, si pour les prochaines années, au moins, on peut décarboner de 70%, c'est mieux que rien. Je le vois comme ça. Et dans certains cas, quand on a des réseaux de chauffage à vapeur, par exemple, une thermopompe de géothermie, ça ne produit pas de la vapeur. Donc, mettons, il y a des clients qui ne peuvent pas arracher tout leur système de chauffage parce que ça n'aurait pas de sens financier. Donc là, on est obligé de produire ça avec des chaudières. Est-ce qu'on le fait avec des chaudières uniquement au gaz, uniquement électrique ou biénergie? C'est tout un éventail de solutions. Donc, moi, c'est vraiment pas biénergie tout le temps ou géothermie tout le temps. Il faut réfléchir au contexte. Des fois, il y a des problèmes de capacité électrique dans le bâtiment ou dans le quartier qui viennent jouer, qui viennent limiter l'ajout d'éléments électriques. Donc, il y a un paquet de facteurs à prendre en compte là-dedans. Dans certains cas, je pense que ça peut vraiment permettre une décarbonation simple et rapide. Mais il ne faut pas tomber dans cette solution-là un peu simpliste dans tous les cas. C'est ma vision. Oui. Bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question plus technique au niveau de la géothermie. Ouais. La géothermie, vous avez dit que la chaleur qui sera rejetée dans le milieu peut être faite dans un fleuve, dans un cours d'eau ou dans le sol. Ouais. Quel est l'impact de cette chaleur-là dans le milieu hydrique, sur la population de la biodiversité? Et quel est l'impact dans le sol, puisque la chaleur peut impacter les métaux, enfin tous les composés qui peuvent être présents dans les sols? Excellente question, c'est bon de se poser ces questions-là. Premièrement, dans le sol, les études qui ont été faites, c'est que oui, on rejette de la chaleur dans le sol, mais le sol qui est à 10 Celsius va peut-être monter à 15, 20, 30 Celsius très près des puits, et cette chaleur-là va rapidement se dissiper. Donc, environ j'avais déjà calculé ça, mais mettons à 20-30 mètres des puits, du champ de puits, on est revenu quasiment à la température non perturbée. Donc, cette chaleur-là se dissipe très, très rapidement. Et même s'il y avait des cours d'eau, si, mettons, il y a des failles d'eau souterraines qu'on pourrait venir réchauffer un petit peu, mais rapidement, cette chaleur-là va se dissiper dans le sol. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Dans les cours d'eau, premièrement, pour avoir les approbations du ministère pour échanger l'énergie avec les cours d'eau, il faut qu'il y ait une approbation et il faut faire cette évaluation-là pour savoir est-ce qu'on pourrait impacter vraiment les températures. Souvent, on parle de température, de changement de température minime de 1 degré ou même pas 1 degré. Donc, souvent, il n'y a pas vraiment d'impact. On est loin, mettons, d'un rejet industriel qui va rejeter de l'eau bouillante et qu'après ça, on va voir dans la zone, ça va complètement changer l'écosystème. Dans ce genre d'arrangement-là, on n'est pas dans ce genre de dérangement de température. Là. On n'atteint pas ces points-là. Mais c'est un bon point. Il faut se poser ces questions-là. Oui, bonjour. Je me demandais, on a parlé du secteur résidentiel, puis vous avez donné des chiffres sur l'impact du chauffage dans le secteur résidentiel. Tous les petits dessins, c'était beaucoup des maisons unifamiliales détachées. Oui. J'imagine que si on change notre manière de construire les bâtiments, puis qu'on les met comme un peu plus comme à Montréal, où est-ce que c'est des duplex, des triplex ou des bâtiments collés. Ouais. J'imagine que ça doit avoir un gros impact. Ça a un énorme impact pour 2 raisons. On vient réduire les besoins. Quand les bâtiments, un bloc de logement, au lieu d'avoir 4 murs vers l'extérieur, on a juste un mur, une façade, donc on a beaucoup moins de perte de chaleur. Donc, au niveau des besoins, réduction des besoins, densifier les habitations, quand on parle de sobriété, c'est assurément une des solutions. Ça se parle de plus en plus. À quel point chaque habitant a de plus en plus de pieds carrés à sa disposition qui sont inutilisés. Donc, aujourd'hui, on parlait plus de techniques, d'enveloppes, de machines et tout ça, mais au niveau de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'architecture, il y a beaucoup de réflexions qui doivent être faites pour réduire les besoins à la source au niveau
des besoins des occupants. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Donc oui. Puis aussi, ce qui est intéressant, quand on a des plus gros blocs, souvent, quand des maisons unifamiliales, souvent, on va avoir juste des plaintes électriques. On voit beaucoup ça. Donc, c'est très difficile. On ne peut pas implanter de géothermie ou d'accumulateur thermique sur ces plaintes-là. Ça prend un système centralisé à l'air ou à l'eau. Donc, il y a des maisons qui ont ces systèmes-là. On peut venir ajouter ces systèmes-là. Mais quand on a des blocs, souvent, il va y avoir des systèmes à l'eau centralisés. Il va y avoir des systèmes qui vont permettre de greffer de la géothermie, qui vont permettre de greffer des technologies renouvelables plus facilement. Un peu à l'image des boucles énergétiques. On vient ajouter une technologie en un seul point et on a un impact qui va bénéficier à tout le monde. Fait que ça va réduire les besoins et ça va simplifier l'ajout des technologies. Fait que oui, la densification puis les blocs et les quartiers, c'est une excellente solution. Oui, bonjour. Je milite avec Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique. On a des membres dans différents milieux de travail, beaucoup dans des cégeps, des universités, des hôpitaux, des écoles. Et on est membre de la coalition Sortons le gaz. On a nos membres de plus en plus qui approchent leur direction, qui essayent de pousser pour une mise à niveau ou une transformation des systèmes de chauffage de façon justement à réduire l'empreinte carbone des institutions où ils et elles travaillent. Et on se rend compte que dans le cas de construire un nouveau bâtiment et s'assurer qu'il est efficace d'un point de vue énergétique, c'est une chose, mais transformer des anciens bâtiments, c'en est une autre. Et on constate qu'il y a énormément d'enjeux techniques, qu'il y a énormément d'enjeux financiers aussi. Évidemment que les directions d'établissement, quand on les approche, arrivent avec toutes sortes de résistances et nous disent non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et nous, présentement, on cherche à outiller nos membres avec des sources d'expertise, des solutions claires, mais aussi des sources de financement. Là, vous avez dit qu'il y a beaucoup de subventions qui existent, surtout dans le domaine résidentiel, si je comprends bien, et institutionnel aussi. Institutionnel, il y en a énormément aussi. Oui, pardon. Juste la question que je me pose aussi, c'est, je comprends que dans le contexte d'un bâtiment institutionnel, la première chose à faire, c'est une expertise pour avoir une idée de qu'est-ce que ça implique là, concrètement si on veut transformer les systèmes de chauffage. Une expertise pour un bâtiment institutionnel, est-ce qu'il y a des subventions accessibles pour réaliser ça? Juste ça, et sinon, on parle de quel ordre de grandeur en termes de somme, à quel point c'est coûteux faire expertiser un bâtiment? C'est une excellente question, puis c'est bon de se poser ces questions-là. Aujourd'hui, on parlait du résidentiel au niveau des coûts, mais oui, dans l'institutionnel, commercial, il y a beaucoup de subventions, autant au niveau de l'implantation des solutions que des études. Il y a des études subventionnées par Hydro-Québec, par le provincial, par Énergir, et les études sont subventionnées entre 50% et jusqu'à 100%. Il y a des études, un programme d'Hydro-Québec pour le genre d'études dont vous parlez, pour décarboner un hôpital ou peu importe. Si jamais vous allez avec des solutions, la subvention peut atteindre 100%. Donc, ça peut, c'est quasiment c'est une solution. C'est plus facile à vendre à la direction de faire ça par la suite. Donc, oui, il y a un paquet de firmes, incluant la nôtre, qui font ce genre d'études-là. C'est ce que je fais dans une grande partie de mes journées, des études de décarbonation, d'efficacité énergétique. Et on a des clients qui veulent se décarboner, plus de gaz complètement. Il y en a qui veulent le faire, 50% de réduction de GES parce qu'ils ont des enjeux financiers ou des enjeux de redondance. Chaque client a un peu son terrain de jeu. Puis il nous lance là-dedans, puis nous, on essaie de développer des solutions. En termes de coûts, ça dépend vraiment de la taille de bâtiment. C'est difficile de lancer un chiffre comme ça, là. Mais des petites études, ça peut être... On peut aller du petit audit énergétique à le plan de décarbonation plus costaud, mais peut-être entre 10 et 100 000 $. On y va dans un ordre de grandeur, là. Donc, c'est pas quelque chose à 2 000 $. C'est pas quelque chose à 1 million de $ non plus. Mais mettons, dans le cadre d'un hôpital, il y a beaucoup de réflexions. Mais oui, c'est le genre de choses qui sont offertes là, par un paquet de firmes. Ouais. Je vais prendre votre carte, merci. Avec plaisir. C'était ici, après la J'avais monsieur. Bonjour. Bonjour. J'avais juste une question. Est-ce que, quand vous avez parlé du forage dans votre présentation, est-ce que ça prend en compte, dans le processus de la géothermie, mise en place de la géothermie, est-ce que ça prend en compte l'empreinte carbone qui est liée justement au forage? Est-ce que vous pensez que, est-ce que la géothermie, le processus de la géothermie pourrait compenser
toutes les émissions de carbone, l'empreinte carbone liée au forage? Est-ce que ça vaut le coup ou non? C'est une excellente question. Je me suis posé la même question il y a un moment parce que je suis un fervent de géothermie et avant de trop la recommander, je l'avais regardée. Et on a fait des calculs justement de cycle de vie, regarder le diesel, la foreuse, le plastique, le coulis, un peu tout ça, l'antigel qu'on utilise. Et c'est des chiffres très, très sommaires, mais les analyses de cycle de vie, il y a toujours un gros taux d'incertitude. Mais j'avais estimé environ 2-3 tonnes de GES, de carbone intrinsèque dans le puits. Et là, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on vient compenser? Est-ce qu'on vient remplacer une chaudière au gaz naturel? Les chiffres rapides que j'avais regardés, c'était que, mettons, une chaudière au gaz naturel, pendant un certain nombre d'années, elle allait y mettre une centaine de tonnes de GES par rapport à ce que le puits allait te donner. Fait qu'on avait 3 tonnes versus 100 tonnes avec une efficacité énergétique. Donc, on avait un gain quand même assez important. Mais quand on regarde le carbone intrinsèque, c'est une excellente question. Si on regarde, mettons, du 100% électrique, sans puits de géothermie, versus faire un paquet de puits de géothermie, ça va être à considérer. Mais c'est toutes des discussions qui sont encore embryonnaires, mais qui doivent être posées. On est rendu là quand on parle de carbone intrinsèque. Un truc qui est intéressant aussi dans l'avenir pour la géothermie, le gros des émissions, c'est le carburant de la foreuse. C'est un gros moteur qui tourne pour faire tourner les tiges. Donc, si on était capable d'électrifier ça, pas nécessairement avec des batteries, mais si, mettons, on fait un gros site, un hôpital, c'est sûr qu'il y a une grosse alimentation électrique. Est-ce qu'il y aurait un moyen de faire une alimentation temporaire pour alimenter ça? Et là, on viendrait rendre les forages carboneutres. Donc, c'est toutes des pistes de solutions qui pourraient, tu sais, quand on parle d'optimiser ça, c'est des choses qui pourraient se faire là. Mais c'est une excellente question. C'est le bon réflexe à avoir de se questionner, justement. Merci Avant de beaucoup. sauter dans une technologie, c'est un bon réflexe. Ouais. OK, merci. Bienvenue. Salut. Vous n'avez pas beaucoup parlé du solaire. Si vous aviez à le mettre dans votre tableau comparatif de la fin, ça se situerait où parmi les différentes options que vous avez présentées? Le solaire thermique ou PV, photovoltaïque? Donc, électricité ou chauffage, c'est deux approches différentes? Les deux, mettons rapidement. Ouais. Tant qu'à être là. Au niveau du solaire thermique, donc on parle d'avoir des capteurs, des espèces de tubes sur le toit qui vont absorber le soleil pour faire chauffer de l'eau. Donc, c'est très simple. Une fois que c'est installé, ça fonctionne bien. Au niveau de l'efficacité, très intéressant. Malheureusement, où on en a le plus besoin, c'est en plein cœur de l'hiver. Et en plein cœur de l'hiver, il n'y a pas énormément de chauffage. Donc, si on a des usages industriels ou énormément d'eau chaude domestique à l'année, donc l'été, quand on a énormément de soleil, ça peut être intéressant, surtout dans le contexte industriel, ça va être largement subventionné aussi. Sauf que les équipements coûtent extrêmement cher à installer. Ces capteurs-là, souvent, c'est fait soit en Europe, c'est très, très cher. Donc, au niveau de la rentabilité, c'est très difficile. On l'étudie souvent, mais c'est très rare qu'on le recommande quand on est rendu à l'étape financière parce qu'il y a d'autres solutions qui sont plus rentables. Il y a des solutions pour chauffer l'air, donc ce qu'on appelle des murs solaires. Donc, des fois, on peut avoir un parement architectural où l'air va s'engouffrer. Mettons un parement qui est noir en métal, lui devient très chaud. Et l'air extérieur qu'on veut alimenter dans notre bâtiment, l'hiver, au lieu de rentrer à -20, va rentrer peut-être à 0. Donc, on va avoir chauffé une portion et on a moins de chauffage à faire. Pour certains, surtout des bâtiments industriels, il y a une rentabilité qui peut être faite, mais ça reste difficile. Ça reste difficile. Au niveau du solaire PV, donc les panneaux qui produisent de l'électricité, ça aussi, on en parle beaucoup ces temps-ci avec on manque un peu d'énergie. Oui, ça ne va pas nécessairement combler la pointe, mais quand on parle de remplir nos réservoirs, notre réservoir théorique, là, toute l'énergie, les kilowattheures qu'on a, puis peut-être qu'on gaspille, il faut produire plus de kilowattheures aussi. Bien, il faut. Selon les plans prévus, il va falloir en produire plus. Donc, le PV peut être une solution avec les éoliennes. Là, encore une fois, c'est de voir, il n'y a pas une solution parfaite partout. En milieu rural, des fois, les éoliennes peuvent être mieux. On a énormément de toits disponibles. Le PV peut être une solution intéressante pour rentabiliser ces espaces-là. C'est une solution. Au niveau de la rentabilité, on est dans peut-être le 15 ans, 20 ans au niveau du solaire PV. Et contrairement aux autres solutions, il n'y a pas de subvention au Québec pour le solaire PV. Donc, ça vient un peu nuire à la rentabilité de ce côté-là. Mais je pense, au fil des prochaines années où il va y avoir de plus en plus de demandes pour de la nouvelle électricité, c'est sûr qu'il va y avoir des champs de panneaux solaires qui vont apparaître. C'est presque assuré qu'il va en avoir de plus en plus. Merci. Je vais prendre les 2 dernières questions.
Puis, monsieur, puis peut-être après, si vous avez d'autres questions, le temps file, il y en a qui veulent peut-être partir, mais vous pouvez aller voir le conférencier directement, tout simplement. Merci, très belle présentation. J'ai beaucoup aimé la pyramide pour m'aider, moi, en tout cas, à comprendre comme l'ordre dans lequel aborder les améliorations d'efficacité. Au niveau du résidentiel, ce serait quoi les démarches, en gardant en tête cette pyramide, ce serait quoi les démarches pour faire une analyse plus technique de quelles seraient les priorités pour mon habitation, en fonction de ce qui arrive en fin de vie, ce qui est le plus efficace. Est-ce que c'est mes fenêtres d'abord ou est-ce que c'est mes murs qui pourraient m'apporter le plus d'économies, de choses comme ça? C'est une excellente question. C'est une bonne question à se poser. Malheureusement, la réponse dépend du bâtiment qu'on a devant nous. Il pourrait avoir un bâtiment avec une enveloppe incroyable, mais des fenêtres merdiques. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors que souvent, l'enveloppe, comme je disais tantôt, c'est rare qu'on va l'ouvrir. C'est rare qu'on va attaquer ça. Ça coûte extrêmement cher. Si jamais on ouvre un mur et on peut ajouter de l'isolant, profitons-en. Mais c'est rare qu'on va stripper une maison juste pour la réisoler. Mais si on la strip, profitons-en. Les fenêtres, le toit, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de pertes et où les remplacements se font plus fréquemment et qui sont plus simples à faire. La fenêtre, on l'enlève, on en remet une. Quand on regarde le carbone intrinsèque, si la fenêtre date d'un an ou deux, c'est pas nécessairement une bonne idée, mais quand c'est temps de la remplacer, ça vaut la peine. Puis il y a des subventions, mais les subventions pourraient être encore plus généreuses pour améliorer l'enveloppe. Mais dans le fond, est-ce qu'il existe des entreprises qui font un accompagnement pour identifier ces points-là c'est un excellent pour point. chaque maison, chaque habitation? On est chanceux au Québec avec Réno Climat. Il y a beaucoup de ressources comme Écohabitation, qui peuvent vous conseiller sur c'est quoi les solutions pertinentes. Mais Réno Climat, leur objectif, c'est, on les appelle, est-ce que vous pouvez faire une analyse de ma maison? Ils envoient quelqu'un gratuitement qui fait le tour de la maison, qui évalue l'isolant, c'est quoi les fenêtres qu'on a. Ils peuvent même faire un test d'infiltrométrie. Donc, c'est avec un ventilateur dans la porte pour savoir à quel point la maison est étanche. Et eux, après ça, font un paquet de recommandations. Vos fenêtres sont vraiment pas performantes, vous devriez les changer. L'isolant dans le toit, c'est assez facile à faire, vous devriez le faire. Ils vont donner une cote de consommation énergétique pour la maison. Donc oui, eux vont faire on va dire un audit, l'analyse préliminaire, et ils vont après ça faire des recommandations. Et ils peuvent même revenir à la fin pour valider que ça a bien été fait. Donc on est chanceux d'avoir cette ressource-là. C'est le ministère de l'Énergie qui gère ça, là. Donc c'est un bon outil pour le résidentiel. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir un peu sur ce que la personne avait dit par rapport à l'empreinte en fait de l'habitation. Moi, je travaille pour un groupe qui crée la fresque de la construction, donc climat, mais version construction ici. Et on s'est aperçu un truc, c'est que les térawattheures utilisés, notamment dans l'institutionnel et le commercial, depuis 20 années, ils n'ont quasiment pas baissé. Ils n'ont quasiment pas baissé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un effet rebond, justement, sur l'occupation de l'espace. Et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose sur ce qu'on est en train de faire dans la construction à Montréal. J'ai nommé les tours. On augmente aussi le carbone intrinsèque, puisqu'on met plus de béton pour les fondations. Et j'aimerais savoir si, alors c'est peut-être plus une dynamique d'architecture, mais si vous travaillez à modifier l'architecture des bâtiments et la vision que l'occupant applique dans l'espace pour modifier ça. Moi, j'avais travaillé sur un bâtiment en France il y a quelques années et on avait demandé au concepteur de diminuer par 10 l'empreinte énergétique de l'ascenseur. Alors, il est arrivé, il nous avait dit moi, je ne suis pas capable de le faire. En fait, on a fait un truc tout simple. Vous savez, l'ascenseur, généralement, c'est le truc, vous arrivez dans le hall qui est bien fait, etc. Et généralement, l'escalier, c'est le truc un peu sale par derrière que personne ne va emprunter. On a modifié les deux. On a mis l'escalier très bien voyant où on mettait, vous savez, les marches, vous brûlez tant de calories, etc. Alors, ça ne se fait pas pour des étages pour 20 étages, mais ça se fait pour des R+1+2. Et en fait, c'est comme ça qu'on a diminué par 10. Donc, je pense qu'il y a aussi un changement de dynamique d'architecture et d'urbanisme à avoir. Et j'aimerais savoir si vous travaillez un peu là-dessus. Parce que je ne suis pas sûr, à mon avis, que les condos, même si ça densifie, je pense que ça fait plus de la gentrification d'ailleurs que la densification, je ne suis pas sûr qu'à long terme, ça soit la réelle solution. Je pense que l'idéal, c'est R+1+2 et à savoir comment on aménage le territoire pour l'empreinte carbone énergétique, mais la consommation énergétique aussi, et l'empreinte carbone des matériaux. Voilà, j'aimerais un peu savoir ce que vous pensez là-dessus. C'est plusieurs excellents points là-dedans.
Juste le point de l'ascenseur, c'est un excellent réflexe de, des fois, réfléchir en dehors de la boîte. Il y a plein d'utilisations énergétiques qu'on fait parce que ça a toujours été de même. Il y a un statu quo important. Donc, des fois, on peut réfléchir puis changer les choses. Au niveau de l'architecture et de l'urbanisme, je dirais qu'en mécanique du bâtiment, on est plus un service. Donc, c'est pas nous qui... on ne drive pas le show, comme on dit. On est plus... Il y a une enveloppe qui est faite pour répondre aux occupants, qui est gérée par les clients, par les architectes, par les urbanistes. Et après ça, nous, ce bâtiment-là, on doit le chauffer, on doit le ventiler, on doit le refroidir. On peut soulever la main de temps en temps pour dire « Hey, il y aurait une opportunité là et là », justement sur l'enveloppe, sur le vitrage, sur l'orientation du bâtiment. Donc, on lève la main à plusieurs moments clés pour essayer de changer les concepts. Ce n'est pas tous les architectes qui ont la même oreille, la même attention à ce genre de points-là. Mais il y a assurément une réflexion globale puis une vision à long terme au niveau de l'architecture, au niveau du gouvernement quand c'est des bâtiments ou des quartiers. Tous ceux qui donnent des permis pourraient être beaucoup plus restrictifs et beaucoup plus, pas nécessairement restrictifs, mais plus motivants, démontrer justement tous les bienfaits de l'urbanisme. Il y a un paquet de bienfaits à bien faire les choses. C'est pas nécessairement bon de trop densifier les quartiers pour des raisons après ça de fluidité. Il y a un paquet d'enjeux. Donc oui, il y a une réflexion, puis il devrait avoir cette réflexion-là. Elle devrait être obligatoire, puis elle l'est pas. Elle l'est pas. C'est malheureusement. Je suis très d'accord. C'est triste de voir des bâtiments aujourd'hui qui vont être encore là dans 50 ans, qui sont bâtis comme aujourd'hui, en tant que vrai passoire énergétique. C'est triste. Donc, merci beaucoup pour cette magnifique conférence. Votre générosité aussi a tellement eu d'informations pertinentes. Donc, merci d'être venus ce soir à vous tous. Puis, on a oublié de nommer notre commanditaire Desjardins tantôt. Donc, je vous dis merci Desjardins aussi. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup. Merci.